Bienvenue à tous à cette conférence en présentiel. Ça faisait un peu moins d'un an qu'on n'en avait pas fait. Et c'était sur le sujet de l'innovation dans la formation et les problèmes de compétences, toujours déjà. En fait, nous avons des tas de sujets à couvrir, en général au G9+, qui regroupe les clubs numériques des associations d'alumni de plus de 25 grandes écoles ou groupements de grandes écoles. Mais parmi tous ces sujets, il y en a deux qui nous semblent essentiels. Il y a l'environnement, ça ne va pas vous surprendre, et les compétences. Pour ce qui est de l'environnement, vous rappeler la publication du livre Take It Green l'année dernière sur le sujet. Donc, vous trouverez sur notre site web comment vous le procurer. Et sur le sujet des compétences, le monde change. Ça, on l'a vu, des fois brutalement. Des besoins pour de nouvelles compétences émergent, en particulier dans le numérique, ou plutôt avec le numérique. Et ces besoins ne peuvent pas être uniquement résolus avec du recrutement. La formation offre des leviers complémentaires pour transformer les organisations, que ce soit bien sûr la formation initiale, comme celle de nos grandes écoles, mais aussi la formation continue, qui peut aider à protéger, à renforcer l'employabilité, pour que les référents, là c'est un petit peu sujet d'actualité, c'est qu'en fait on a deux grandes réformes en ce moment, l'assurance chômage et les retraites, et on a l'impression que là-dedans c'est un peu des effets de vase communicant, mais peut-être que la formation c'est une manière de casser tout ça, et de pouvoir réussir ces deux réformes-là. Les défis des compétences ont déjà été abordés, notamment sous l'angle formation, dans de nombreuses conférences que vous pouvez voir et revoir sur la chaîne YouTube du G9+. Donc, je veux dire, c'est en cherchant, moi je cherchais sur formation et je me suis dit non, ça ne va pas du tout, parce que quand on tape formation, on trouve beaucoup de transformation. Parce qu'il y a formation dans transformation. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est peut-être qu'on les tague un petit peu mieux pour que vous puissiez les trouver, mais je pense que s'il y a formation et transformation, ce n'est pas innocent. Alors ce soir, nous verrons comment l'innovation dans la formation peut être une solution pour la pénurie des compétences. Et ce ne sera certainement pas la dernière, mais ça n'a pas été la première, vous le savez, conférence de l'Institut sur ce sujet-là. Et justement pour la suite, là j'anticipe la conclusion, c'est qu'on a trois initiatives dont je voudrais vous parler très rapidement. Anna Semeno, qui a parmi avec Christian et d'autres, et Frédéric, ont beaucoup travaillé sur cette conférence, et qui est fondatrice du cycle Innovation des communs, au G9+, publiera bientôt une synthèse d'une 60aine d'entretiens qu'elle a fait aussi bien avec les entreprises qu'avec des rechercheurs académiques. Et un événement sera organisé pour renforcer le dialogue justement entre ces deux populations. Également, la société EdTech France, dont Anne-Charlotte Monneret nous fera l'honneur de conclure cette conférence aujourd'hui, a lancé avec le G9+, un sondage auprès de ses membres sur leurs besoins vis-à-vis des établissements du supérieur et du monde de l'entreprise en termes de formation. Et ces résultats seront également diffusés dans la communauté des G9+, et au-delà. Et enfin, l'Institut, qui se veut think tank, mais également do tank, veut passer à l'action avec le cycle Innovation des communs dont je viens de parler, avec une expérimentation d'innovation pédagogique avec Pôle emploi, je peux en parler, on m'a dit, et des chercheurs académiques. Je pense que j'ai mes 5 minutes, c'est bon. Voilà, donc je vais pouvoir passer le flambeau à David Borper, directeur général d'Hello Work, qui va faire notre introduction. Et nous aurons, à la suite de l'intervention de David, deux tables rondes. Une table ronde formation, sujet critique pour les exécutives, et une deuxième table ronde, des enjeux de l'upskilling et du reskilling dans les grandes entreprises. J'ai hésité à utiliser ces deux mots-là, mais je crois que c'est bon, on peut les utiliser. Et enfin, Anne-Charlotte Monneret, comme je vous l'ai dit, nous fera un panorama des innovations dans la formation continue et quid des startups innovantes. Voilà, merci à tous. David, c'est à toi. Merci. Bonsoir à tous. Merci de votre accueil. Donc j'ai 20 slides, 10 minutes. A priori, le timing est compté, donc je vais essayer de m'y tenir. Là, le PC est ici. Très rapidement, donc Hello Work, nous sommes un acteur de l'emploi, du recrutement et de la formation sur Internet, le premier acteur français, avec des plateformes comme Région Job, comme Paris Job ou Cadréo sur l'emploi.
ou diplômés ou ma formation sur le sujet de la formation. Donc c'est un petit peu plus de 400 collaborateurs sur l'ensemble du territoire. Et je vais passer rapidement au sujet qui nous intéresse, avec l'analyse de nos données, donc à la fois des données, je dirais, data et quanti, et puis également des études quali qu'on peut mener sur différents sujets. État des lieux des besoins et des compétences, donc une analyse sur 2,7 millions d'offres diffusées sur nos plateformes sur les 9 premiers mois de l'année. Autant vous dire qu'on n'a pas chômé. Et un premier point, un premier chiffre, c'est plus 70%. C'est la croissance du volume d'offres d'emploi diffusées sur nos plateformes, si je prends le 3e trimestre de cette année, et si je le compare au premier trimestre de 2020. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur une reprise qui est assez dingue en termes de volume de recrutement et sur la plupart des secteurs d'activité. Je pense que vous êtes un peu tous au courant. Si on s'intéresse ensuite aux fonctions, quels sont les profils recherchés? Donc là, sur le dernier trimestre, donc là, ce sont des chiffres qui sont tout frais. On est sur 340 000 offres d'emploi, uniquement en CDI ou en CDD. Les premiers postes recherchés, la fonction commerciale, au sens large. Ce sont des grandes catégories. Donc on va retrouver la fonction commerciale. On va également retrouver les métiers industriels autour de la production, donc à la fois des métiers peu diplômés, mais également des métiers de techniciens. Les techniciens de maintenance, tout le monde en cherche, et d'ingénierie industrielle. Et puis également des métiers de la comptabilité. Ce sont des gestionnaires de paie. Ce sont des profils de ce type, les métiers du conseil et de l'audit également. Et enfin, les métiers de la tech. Donc là, les métiers de la tech, c'est le data scientist, mais pas seulement. C'est l'UX, c'est le front designer, c'est le DevOps, c'est l'architecte. On en recherche, et tout le monde en recherche un petit peu partout. Je passe sur les différents sujets, mais la logistique et le transport, l'explosion du e-commerce aussi a créé à la fois de nouveaux besoins et de très gros appels d'air en termes de compétences à la fois techno, mais également sur de la main-d'œuvre peu diplômée, parce que les robots ne font pas encore tout. Et puis enfin, les métiers du BTP et de la construction qui là sont peu représentés parce qu'on ne voit pas l'intérim, mais l'intérim recrute énormément sur ce segment-là. Un sujet rapidement sur les régions. On a une région Île-de-France qui est en train de rattraper et de reprendre sa position, qui est sa position naturelle de première région recruteuse. Mais jusqu'à maintenant, et sur le premier semestre, c'était les autres régions, notamment l'Auvergne-Rhône-Alpes, qui étaient en tête. L'impact de la crise sanitaire a été très fort sur les secteurs de l'événementiel, sur le secteur du tourisme et de l'hôtellerie, et beaucoup plus en Île-de-France. Et là, on voit que la région est en train de rattraper au fur et à mesure du desserrement des contraintes sanitaires. Et on voit également que des régions comme les Pays de la Loire ou la Nouvelle-Aquitaine, tirées par les métropoles que sont Bordeaux et Nantes, recrutent énormément actuellement et font face elles-mêmes à des pénuries de compétences. Donc là, un petit focus sur les régions. Donc on retrouve le Grand Paris qui, lui, de ce côté, est en tête. On retrouve Lyon, naturellement, en deuxième place. Et puis ensuite, donc, les métropoles, j'en parlais, Nantes, Aix, Bordeaux et Lille. Chose intéressante sur le sujet des villes moyennes, jusqu'à maintenant, on assistait, avant crise sanitaire en tout cas, à une métropolisation des emplois. Donc en gros, une part sur les top 10 des métropoles qui était de plus en plus importante. On avait atteint 36% des offres. Et c'est moins le cas. C'est-à-dire qu'en fait, la crise sanitaire a quelque peu ralenti cet effet et on voit un renouveau de ces villes moyennes. Donc le top 10 des métropoles, c'est 34%. Et là, vous avez les villes moyennes les plus dynamiques. Et on va retrouver pas mal de villes moyennes autour de, je dirais, dans la Grand Arc Atlantique, mais également des Paris-Saclay, qui est en forte accélération. Donc on voit qu'un nouvel équilibre est en train de se faire, et avec du côté des candidats aussi, de nouvelles aspirations. On voit que la proportion des candidats localisés, qu'ils soient localisés en Île-de-France ou ailleurs, en tout cas, mais sur le fait qu'ils s'intéressent à des postes localisés sur ces villes moyennes, est de plus en plus important. Donc des opportunités aussi, à la fois pour ces villes moyennes et également pour les potentielles délocalisations de postes. Un sujet, un petit pas de côté, mais sur l'inadéquation candidat-emploi. On voit que très souvent, il y a le sujet de la formation et de la compétence, mais il y a aussi le sujet de la mobilité. Et on voit qu'on a un vrai sujet qui est le sujet de la mobilité du quotidien, avec un mécontentement, alors, notamment des franciliens, avec un temps de travail qui est, je dirais un temps de trajet qui est le plus important en France, et dont 71% des franciliens mettent plus de 30 minutes pour aller au travail. Et donc, naturellement, ce sont aussi les plus mécontents à ce sujet. Mais on a aussi une inadéquation entre le candidat emploi sur le sujet de la mobilité résidentielle longue. Là, vous avez un grand tableau, je ne vais évidemment pas décrire tous les chiffres, mais sur les aspirations à ailleurs. En gros, où sont localisés les candidats et où sont localisés les postes qu'ils regardent. Et on voit que sur l'Île-de-France, 42% d'entre eux regardent des postes uniquement dans une autre région. Et là, on ne parle pas d'un échantillon, c'est de la donnée. Donc, du côté de l'Île-de-France, on a 1 million d'utilisateurs. Et
Et ensuite, une partie d'entre eux regardent à la fois en Île-de-France et ensuite à l'extérieur. Et puis, on a des régions sur lesquelles on a de faibles aspirations à l'ailleurs, c'est notamment les Pays de la Loire, la Bretagne et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que là, il y a des aspirations. En revanche, la réalité, comment ça se transforme dans une vraie mobilité, du côté de la DARES, je crois que c'est un chiffre qui est de l'ordre de 3 à 4 %. Donc 3 à 4 % des salariés en France changent de région pour des régions professionnelles. Donc on voit qu'on est aussi très loin entre j'ai envie, je candidate, je déménage la famille. Voilà, il y a quand même pas mal de freins et pas mal d'étapes avant de transformer l'essai. La mobilité toujours, là c'est une étude que nous avons menée qui date avant le Covid, hein, sur à quoi ils étaient prêts. On voit que 73% des Franciliens et 69% des Français, on a un petit peu ça, un chiffre à peu près similaire, sont prêts à changer d'emploi pour se rapprocher de leur domicile. Mais en revanche, ils sont beaucoup moins prêts à changer de domicile pour se rapprocher de leur emploi et beaucoup moins prêts encore à baisser leur salaire pour se rapprocher de leur domicile. Des détails sur cette étude sont présents sur le site Hello Work. Sur le sujet de la formation, donc l'inadéquation candidat-emploi, c'est un sujet de formation initiale. Là, une étude menée, donc janvier 21, sur les demandes effectuées par les lycéens ou les étudiants sur notre plateforme Diplomeo qui, en gros, par laquelle passent 40% des bacheliers chaque année, enfin 40% en tout cas l'utilisent chaque année, pour s'orienter. Et on voit là c'était une comparaison par rapport à janvier 2020, on voit une émergence, en tout cas une très forte demande sur les BTS dans le secteur du social, sur les métiers du marketing, sur des masters de droit, du commerce et du management. A contrario, très forte baisse sur la communication, sur le commerce international. Je vous rappelle qu'on est en janvier 21, donc le commerce international, effectivement, ça ne semblait pas la panacée. Le secteur de l'audiovisuel, le tourisme et le sport. Du côté du CPF et de la formation professionnelle, on a une très forte accélération des demandes de formation, en tout cas de notre côté sur la plateforme Ma Formation, liée notamment au CPF, mais aussi liée à la crise sanitaire. Et lorsqu'on regarde l'impact de cette crise sur les projets de reconversion, on voit que, surtout sur le chiffre, le camembert du milieu, on voit que 92% de ceux qui avaient déjà une envie de reconversion ont une envie qui a augmenté. Donc des envies qui ont très très fortement augmenté, qui sont très diverses, et des projets qui ont été soit décalés dans le temps, pour 50% d'entre eux, enfin pour 30% d'entre eux, pardon, ou 20% qui vont accélérer le projet. Si on s'intéresse au top 3 des formations les plus demandées, toujours sur janvier 2021, le bilan de compétences, qui n'est pas vraiment une formation, en tout cas c'était la première demande constatée sur nos plateformes. Le second qui est le CAP Petite Enfance. Alors, on se pose toujours la question de savoir si ce sont des formations petite enfance liées au fait que les personnes ont été confrontées au fait de garder leurs enfants à domicile et de travailler en même temps, et que peut-être il y a une forme de mélange du professionnel et du personnel. Et enfin, les BTS comptables. Et sur les croissances de ces formations, donc quels sont ceux qui ont le plus augmenté entre pré-Covid et post-Covid? L'anglais, la certification en anglais, très très forte demande. Les métiers de l'assistanat, comptabilité, donc là on est sur tout type de population. Donc là c'est un titre professionnel. La petite enfance, j'en parlais. La gestion de la paie qui est liée aussi à une très forte demande et recrutement. Et puis la diététique. Conclusion, je ne sais pas du tout où j'en suis en termes de timing, mais conclusion, on a des aspirations à la fois à l'ailleurs, des aspirations à l'ailleurs, qu'il soit géographique et à l'ailleurs professionnel. Un très gros enjeu autour de la formation, je pense que tout le monde en a conscience, mais un très gros enjeu autour de ce CPF. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on l'oriente vers les métiers qui sont recruteurs actuellement? Et là, il y a quand même un enjeu très très important, et on voit que parfois, on a beaucoup de demandes, par exemple sur la prothèse ongulaire, de la part des candidats. Pas sûr qu'il y ait un marché gigantesque sur la prothèse ongulaire, donc voilà, il y a peut-être un sujet d'orientation de celui-ci. Bonne soirée. Bonsoir, merci David, merci Didier. Bienvenue à toutes et à tous. Je ne vais pas vous dire qu'on est ravis de se retrouver ici en vrai. Vous êtes tous, j'espère, contents d'être là. Nous allons poursuivre la soirée avec 2 tables rondes. Une première qui est la formation, un sujet critique pour les exécutives. Et la deuxième qui est les enjeux de upskilling et de reskilling dans les grandes entreprises. Je crois que Yael Leben, qui devait participer à la première table ronde, est allée aux arts et métiers de l'autre côté. Donc, elle va arriver, mais elle va avoir un petit peu de retard. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on démarre par la deuxième table ronde, si les participantes sont d'accord.
Vous êtes d'accord? D'accord. OK. Voilà. Et si les messieurs de la première sont d'accord aussi pour qu'on change? Vous êtes d'accord? Voilà. Donc, merci. Donc, face à la pénurie de compétences, on pense recrutement. Là, ce qu'on vient de voir, on va parler de formation, puisque derrière recrutement, derrière reconversion, derrière évolution des carrières, il y a apprendre et se former. Et ceci est le sujet de notre soirée. La période actuelle est dynamique et porteuse pour ce qui est de l'innovation pédagogique. De toute façon, dès qu'on parle d'innovation, tout le monde a envie d'y aller, ça donne de l'énergie. Et du coup, on se dit, allons-y. Donc, concernant l'innovation pédagogique, on va spontanément penser à des outils, à des concepts, à des technologies, certaines à la mode. On va parler de gamification, on va parler d'intelligence artificielle, de réalité virtuelle, de réalité augmentée, on va parler d'adaptive learning, de micro-learning. Cela dit, c'est grâce à des méthodes pédagogiques, à des parcours pédagogiques, à des organisations porteuses que tout cela va pouvoir donner sa pleine puissance. Et en fait, c'est sur cet axe-là qu'on va éclairer la soirée ce soir. Donc, pour la première table ronde, nous allons avoir le plaisir d'accueillir Catherine Beauvois, qui est chef de projet à Pôle emploi et qui s'emploie à la création d'un commun, un référentiel de compétences ROM 4.0. Catherine, je te propose de prendre la place là-bas, plutôt, ce sera plus simple. Ou ici, si tu veux, comme tu veux. Comme tu veux. Voilà. Swazig Dovier, Engie. Swazig est directrice du centre d'expertise et de services d'Engie. Comme tu veux. Vas-y. Non, mais vas-y, Swazig. Voilà. Voilà. Et Karine Beau, qui est IT et Digital Group Competency Manager chez Michelin. Merci beaucoup à toutes les trois. Merci de cette adaptation. Vous avez chacune un micro. Voilà. Okay. Donc pour commencer, Karine, peut-être que tu peux nous dire quels sont les enjeux et objectifs de Michelin au regard de l'innovation dans la formation. Ben, en fait, les enjeux sont tirés par les enjeux effectivement du groupe Michelin. Michelin a besoin de chercher de la croissance au-delà du pneu, parce qu'effectivement, qu'avec le pneu, il y a trop de concurrence. Donc, si on veut, je dirais, continuer à exister, il va falloir aller au-delà, je dirais, autour du pneu, au-delà du pneu. Ce qui fait que, comme on va se diversifier, c'est un enjeu de personnes, de développement des compétences, parce qu'effectivement, ça nécessite du coup d'investir dans des compétences effectivement différentes. Mais en plus, comme ça va de pair avec un plan de compétitivité, parce qu'effectivement, on va essayer de gagner en productivité sur la partie pneus, pour pouvoir effectivement dégager bien sûr des financements pour chercher de la croissance, qui fait que ce plan de compétitivité va aussi générer effectivement pas mal de mouvements. Ce qui fait que derrière, effectivement, ça veut dire que on est confronté, l'enjeu c'est surtout de un ensemble de personnes importantes à upskiller, reskiller, donc donner surtout des offres de formation qui sont accessibles à tous, qui sont personnalisées et dans lesquelles, effectivement, et surtout un investissement continu dans cette formation-là. Donc les enjeux, c'est effectivement parce qu'on sait tous que la durée de vie des compétences aujourd'hui, elle se réduit de plus en plus. Et en fait, si on n'arrive pas effectivement à ce que les personnes se rendent compte que pour eux-mêmes et pour l'entreprise, il faut se développer en permanence. Et ça, comme on disait avec Swazig, il y a un enjeu aussi de faire évoluer du coup l'organisation. Ouais, merci. En quelques mots. Merci Karine. Et en plus, vous êtes dans une entreprise, moi j'étais bluffée, qui n'a que 1,5% de turnover. Donc, enjeu d'employabilité, un petit peu plus maintenant. Ça commence un tout petit peu à changer quand même. D'accord. Parce qu'avec le remote, on peut aller travailler de partout maintenant. Donc, Swazig, alors quels sont les enjeux et objectifs d'Engie au regard de l'innovation dans la formation?
Alors, effectivement, notre enjeu du groupe est fortement ancré voilà, dans la transition énergétique et finalement, l'innovation pédagogique, elle est portée, encore une fois, comme disait Catherine, par cette stratégie. Mais elle est aussi portée par un objectif learning assez fort dans le groupe qui est que 80% de nos salariés soient formés chaque année en 2023 et 100% d'ici 2030. Pardon. On va me dire, alors oui, c'est un chiffre, hein, ça peut paraître réducteur. Bien sûr que ce chiffre, il est porté avant tout par différents enjeux stratégiques. Comme le disait tout à fait Catherine, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde des compétences qui est en changement permanent. Il va falloir qu'on donne envie à nos collaborateurs, mais aussi à nos managers, hein, on parlait d'organisation, mais c'est ça, hein, voilà, d'apprendre à apprendre, c'est-à-dire que ça devienne une vraie culture. On parle d'organisation apprenante, bon, ça devient un terme un peu galvaudé, mais c'est ça, hein, c'est comment on crée de la curiosité, de l'envie d'apprendre, et qu'au cœur de nos organisations, on soit même convaincu que voilà, l'apprentissage et la formation est vraiment essentiel à la compétence. Et finalement, par extension, comment on fait vivre à ses collaborateurs, à ses managers, une expérience de qualité. Parce qu'on considère que si on veut leur donner aussi envie d'apprendre, il faut que voilà, on ait des processus et des outils qui leur donnent envie d'apprendre. Et puis bien sûr un mix pédagogique. Alors là c'est pareil, hein, c'est des mots qu'on entend beaucoup, mais un mix pédagogique, c'est pas seulement effectivement une offre de formation présentielle dans un catalogue de formation. On en est déjà bien sorti avec le Covid, mais voilà, c'est des solutions de développement qui peuvent être très larges et qui peuvent aller jusque, pourquoi pas, à des missions temporaires de compétences. On a nous-mêmes dans le groupe une application qui s'appelle Skill Lib qui permet justement ces missions et qui sont du développement des compétences. Et donc l'innovation, c'est ça pour moi et pour nous, c'est comment on est en capacité d'avoir une vision beaucoup plus globale de ce développement de la compétence. On en reparlera. J'espère que c'est vraiment répandu dans toute l'organisation parce que ça va très en profondeur et merci. Alors, Pôle emploi, donc quels sont aussi les enjeux et objectifs de Pôle emploi au regard de l'innovation dans la formation? Oui, en fait, on est sur une problématique qui est assez similaire à... Bienvenue. On a parlé de toi, Yael. On vous remplace très temporairement et on vous redonne la parole tout à l'heure. Donc je disais, Pôle emploi a un rapport à la formation qui est à la fois dans la continuité et très similaire à la façon dont on va pouvoir raisonner en entreprise, mais avec une situation un peu particulière, puisque nous, on accompagne des personnes en transition. On ne va pas avoir le levier organisation apprenante, puisque par définition, ce n'est pas encore où les personnes atterrissent. Mais nous, ce qui va être l'enjeu majeur, c'est d'identifier l'écart de compétences à combler entre la situation dans laquelle est la personne et l'ambition qu'elle a en termes de recrutement, une ambition qui va être variable selon que c'est un simple projet, mais qu'en même temps on veut l'accompagner et lui donner un maximum de chances pour qu'elle y arrive, ou qu'elle est déjà identifiée dans le cadre d'un recrutement et qu'on est dans un processus plus fin d'adaptation de ses compétences pour sécuriser le dit recrutement. Donc on a ça comme enjeu, et on a un autre enjeu majeur qui est certainement le même dans les entreprises, c'est qu'on a évidemment des publics extrêmement variés en termes de profil de compétences, et on a donc un enjeu énorme autour de la diversification des méthodes pédagogiques pour embarquer, être capable de tenir des rythmes de formation qui suivent le rythme des personnes, qui n'ont pas toutes le même rapport à l'apprentissage et sur lequel il faut qu'on arrive à s'adapter pour pouvoir lutter contre les risques d'abandon pendant les formations. Et je dirais qu'un des leviers majeurs sur lesquels nous on travaille beaucoup et sur lequel on reviendra, je pense, c'est la qualité de l'analyse, activité attendue, compétences à détenir, modalités d'évaluation. Pour moi, c'est un triptyque sur lequel, en tout cas dans nos achats, nos marchés de formation, on va être de plus en plus attentifs parce que c'est vraiment là où on va faire la différence et où parfois les ingénieries sont un peu light. Ouais, très intéressant, ça donne des enjeux pour EdTech, mais bien au-delà. Merci Catherine. Là maintenant, je mets mon sablier parce que ça rigole plus. Donc tu peux garder la parole, Catherine. Alors pourquoi Pôle emploi s'attaque à ce référentiel ROM 4.0 ? Les référentiels, on se dit toujours, c'est le truc indispensable, mais on ne veut pas regarder. Et du coup, Pôle emploi s'y attaque. Et donc, en quoi ça consiste ? Alors, en 3 minutes.
Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que Pôle emploi a actuellement un ROM qui est un référentiel de métier qui décrit, grâce à un référentiel normé de compétences, 532 métiers. Et il se trouve que ce référentiel est une donnée publique de référence, donc elle est très utilisée, à la fois en interne de Pôle emploi et à l'externe de Pôle emploi. Elle fait référence. Bon, sauf que l'actuelle version a vieilli. Vous ne l'auriez pas nécessairement dit aussi brutalement que ça, mais moi, qui suis de l'interne de Pôle emploi, je l'assume ce soir. On a fait l'analyse qu'il avait vieilli, que notamment, on avait absolument besoin d'avoir un outil beaucoup plus agile pour pouvoir suivre l'évolution du marché sur ces questions d'évolution des compétences recherchées et, sur le marché. De sorte que le nouveau ROM 4.0, qui devrait voir le jour en juin 2022, donc dans quelques mois seulement, sera un ROM qui, à la fois, sera totalement restructuré avec un référentiel de compétences qui disposera d'une nouvelle nomenclature, qui permettra, avec une entrée 5 dimensions, 25 enjeux, une centaine d'objectifs, 400 macro-compétences, de faire le tour de l'ensemble du périmètre, du scope possible des compétences qu'on peut trouver et rechercher sur le marché de l'emploi. Et derrière ces 400 macro-compétences, on ira indexer toutes les compétences détaillées, non seulement de notre référentiel actuel, mais de tous les référentiels des partenaires qui voudront rentrer dans la démarche du ROM 4.0. Et donc, ça nous permet d'avoir un référentiel qui est à la fois beaucoup plus pédagogique et qui permet de découvrir l'approche compétences pour des non-experts, et en même temps d'être beaucoup plus collaboratif parce qu'il pourra accueillir et permettre d'indexer des référentiels d'autres acteurs. Et là, je sens que j'ai dépassé ma... Non, c'est parfait. Et le coopératif, on va le voir avec Swazik un peu plus tard. Mais, voilà. Donc, ouais. Bon, bah, écoute, je peux en rester là ou... Ouais, c'est parfait. Tant mieux. Merci. Et donc là, je pense que et les employeurs et les demandeurs d'emploi s'en serviront. Ah bah, j'espère bien. Karine, donc, comme j'ai dit, avec un petit turnover, je n'ose plus dire le chiffre, vous avez donc ce très fort enjeu d'employabilité, tu en as parlé déjà un peu. Qu'est-ce que vous mettez en place? Et surtout, je suis très curieuse de savoir ce que c'est que la manufacture des talents. Ouais. Oui, effectivement, on a un turnover aujourd'hui en Auvergne, effectivement, à Clermont-Ferrand, qui est assez faible. Les gens, effectivement, hésitent à venir, mais une fois qu'ils arrivent en Auvergne, ils ne veulent plus repartir. Donc, du coup, les gens sont bien contents de rester. Non, en fait, le projet Manufacture des talents, c'est une université d'entreprise qui s'inscrit, en fait, pour accompagner les personnes qui sont concernées par le plan de compétitivité. C'est-à-dire qu'on a un plan de compétitivité qui a été annoncé en début de l'année, qui va générer effectivement une redistribution un peu des emplois, effectivement, je dirais mondialement, mais qui a un impact effectivement à Clermont-Ferrand. Mais il n'y aura pas de licenciement. Ce qui veut dire, effectivement, parce que quand vous dites par adéquation, effectivement, il y a X personnes qui partent à la retraite, on recrute quand même, mais qualitativement, ça ne matche pas. Ça ne matche jamais. Donc là, on a un challenge énorme de upskiller et de reskiller un ensemble de personnes donc important. Et le facteur déclencheur était quelque part un peu ce plan de compétitivité. Et la manufacture des talents, donc ça va être un lieu emblématique parce qu'on va renouveler le parc Catarou. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent Clermont-Ferrand dans la salle, mais et c'est un parc industriel en fait où il y a de moins en moins de production. Et ça va être un lieu emblématique qu'on va investir, où les personnes peuvent effectivement même venir pour se former en permanence, au quotidien, et où on va effectivement essayer d'apporter un lieu où les gens effectivement osent venir de eux-mêmes. Et justement, il permet d'incarner ce qu'on recherche en fait, c'est Lifelong Learning Organization. C'est quelque chose effectivement qu'on essaie d'évoluer parce qu'on sait que tout le monde doit se former effectivement en permanence. Donc cet apprentissage continu et on souhaite effectivement le modéliser par ce lieu emblématique. Et donc ça doit permettre effectivement aussi que ça doit, je dirais, s'accompagner aussi par un changement de mindset. Parce que, comme on disait tout à l'heure, effectivement, pour que l'organisation devienne lifelong learning, ça veut dire qu'aussi tout le système de management autorise que les personnes, effectivement, apprennent, et pas forcément, effectivement, sur les sujets que le manager souhaite que la personne apprenne.
Soazic parlait tout à l'heure, effectivement, nous on appelle ça le marketplace. On peut postuler pour des missions temporaires, 2 heures, 4 heures, etc. On est en train de le mettre en place. Je ne vous dis pas le pushback du système de management. Et je vous évite de paroles, je suis très open aussi, ouvert, mais transparent, quand on me dit, mais Karine, mais si mes ressources vont pouvoir postuler pour des missions, je vais les perdre. Oui, je vais les perdre, je ne vais plus maîtriser. Et je dis, oups là. Je dis déjà, mes ressources, je ne comprends pas ce que tu dis là. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut quand même des vraies formations renouvelées et innovantes pour les managers. Et après, c'est l'évolution du management qui va être un enjeu pour vous. Mais je pense que pour le management, c'est une question de responsabilisation. On s'inscrit complètement là-dedans. Nous, ça fait des années, effectivement, qu'on le fait en usine, qu'on essaie aussi dans le secteur tertiaire de pousser la responsabilisation et notre modèle de leadership qui est en adéquation avec ça. Ça veut dire qu'on autorise le droit à l'erreur, on ouvre, on est sur l'awareness pour que les gens effectivement se ouvrent ce qui se passe et parce qu'en fait un employé, une personne qui est motivée, il n'y a rien de mieux quoi, pour un manager. Donc il faut vraiment travailler sur la motivation et je pense que c'est quand j'évite d'employer le mot formation parce que classiquement on met derrière effectivement un in-class training. Je pense qu'aujourd'hui il faut qu'on aille sur justement de l'accompagnement, de échanges, des communautés de pratiques, ou effectivement aussi entre managers, et souvent les managers sont assez seuls. Oui, tout à fait. Donc il faut qu'on arrive à mettre les managers ensemble, et donc cette manufacture des talents, en fait, doit amener cette notion aussi de pratique, surtout pour les employés. C'est effectivement un dernier point, effectivement, après je vais terminer, je vous laisse la parole. Non, un dernier point qu'on souhaite effectivement avec la manufacture des talents aussi amener, c'est des formations qui seront beaucoup plus do and learn et pas learn and do. Je mets beaucoup de différence entre les deux. C'est d'abord, on essaye, on y va, on a un use case, on se met ensemble, on essaie de voir effectivement qu'est-ce qu'on peut apprendre et après effectivement on essaie de prendre du recul et de dire mais finalement qu'est-ce que j'ai appris. L'audace, la prise de risque, c'est un challenge pour plein d'entreprises et je pense que ce soir, on va le voir dans différents cas. Soazic, alors, en échangeant pour préparer la table ronde, j'étais surprise parce qu'il y a plein de dispositifs nationaux et là, avec Engie, il y avait une belle illustration de l'utilisation de ces dispositifs, donc des centres de formation des apprentis, du co-investissement en CPF, donc compte personnel de formation, du cofinancement, pour illustrer cette concrétisation et comment, au global, du coup, se structurent vos actions de formation. Oui, on a vraiment souhaité ouvrir aussi au-delà notre plan de développement des compétences, on va dire classiques, ouvrir aux dispositifs nationaux. Et puis, alors, on aurait pu considérer que finalement, ces dispositifs ou ces contraintes de réglementation, de réforme de la formation étaient, ne nous appartenaient plus. Et on s'est dit, non, on va essayer de faire autrement. Et d'en faire des opportunités d'ouverture, des opportunités de lien. Donc, un premier exemple, vous parliez du CFA Engie, effectivement, donc on a ouvert en 2020. C'était vraiment pour nous une vraie opportunité, à la fois en termes de formation, mais aussi d'attractivité de nos métiers, parce qu'on parle de pénurie de compétences. Si on veut attirer dans nos métiers, il faut qu'on donne envie de rentrer dans la filière. Et pour nous, cette création de CFA a vraiment aussi cet objectif. Donc, première initiative qu'on a souhaité vraiment saisir. Et on a vraiment mis en œuvre cette ouverture puisqu'on donne accès, en fait, c'est un CFA hors les murs, donc on a des partenariats avec des écoles et on a souhaité ouvrir vraiment Engie à ses alternants. Donc, ils ont accès à notre communauté d'experts métiers, ils sont en lien régulier avec eux, ils peuvent les solliciter, notamment via une plateforme digitale. Ils ont accès à des modules de formation Engie qu'on leur ouvre et qui sont normalement dédiés aux collaborateurs, on leur a ouvert aussi. Donc c'est vraiment ouvrir aussi vers l'extérieur et créer des liens entre l'interne et l'externe. Et pour nous, ça devient de plus en plus important pour attirer aussi vers les métiers. Ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, vous parliez de co-investissement CPF. Effectivement, c'est un dispositif national. On a pu le voir aussi comme une contrainte.
j'entendais David Bourpère qui parlait tout à l'heure du CPF et de l'orientation vers les métiers. C'est un peu le postulat qu'on a pris, c'est de se dire, au lieu de laisser seul le collaborateur et le manager devant un tel dispositif, on a décidé de pouvoir essayer, en tout cas de les accompagner, puisque encore une fois, dans cette logique de leur laisser la main sur leur développement des compétences, c'est plutôt de leur mettre à disposition des parcours métiers qui vont leur permettre effectivement de développer, d'utiliser leur CPF et de favoriser du co-investissement avec l'entreprise sur des métiers qui se développent, des métiers en tension ou des métiers qui émergent. Donc on met à disposition de ces parcours et il est de leur responsabilité après d'investir leur CPF s'ils le souhaitent. Mais voilà, c'est aussi dans d'autres domaines. Je le voyais dans l'onglet, c'est effectivement des dispositifs qu'on a mis en place, pour le management également, puisqu'il y a des blocs de compétences qui sont à disposition. Donc on incite effectivement les collaborateurs et managers à s'investir dans la durée pour leur employabilité, pour le développement de leurs compétences. Et puis on les implique aussi sur des dispositifs plus lourds et plus conséquents, mais qu'on partage aussi avec l'extérieur, notamment des sujets autour du Fonds national pour l'emploi, du Fonds social européen, avec des dossiers plus lourds qui touchent la reconversion des métiers. On a notamment, par exemple, une entité qui est la direction des tarifs réglementés, qui va disparaître d'ici 2023 de par la réglementation. Et on a monté avec eux un vrai dossier de FSE, justement, pour permettre cette reconversion. Donc, voilà. Donc c'est aussi donner une vision globale sur tous ces dispositifs au travers de l'offre qu'on met à disposition des collaborateurs et des managers. Merci. Karine, le marché vous pousse à vous développer autour et au-delà du pneu, tu l'as dit tout à l'heure. Pour certaines innovations, vous procédez par croissance externe, parce que justement, il faut aller chercher ces nouvelles compétences ailleurs, l'UX, etc. Comment l'innovation dans la formation peut-elle favoriser l'intégration de ces boîtes achetées, de ces personnes ? Est-ce qu'il y a d'autres leviers ? Et puis, est-ce que tu as aussi des expériences réussies de reskilling ? En fait, les merchant acquisition, c'est plutôt aujourd'hui Michelin qui apprend de ces acquisitions. Parce que souvent, ce sont des sociétés qui sont plus petites, plus agiles, qui ont effectivement des modes de fonctionnement beaucoup plus légers, il faut se le dire, dans un grand groupe. Donc en fait, ce qui fait que c'est plutôt... ces entreprises-là, ces acquisitions-là, sur lesquelles on essaie effectivement de s'appuyer pour apprendre aussi à l'intérieur de Michelin. Comment ? C'est plutôt par des communautés, c'est plutôt en fait des employés du coup qui apprennent aux employés. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de se dire on doit se former et on va chercher un prestataire, pour nous, l'innovation petit à petit commence aussi à venir en fait des employés. Ils ont en fait la connaissance, donc comment bénéficier et comment faire en sorte effectivement que les employés aussi puissent apprendre à d'autres employés. Donc on commence juste à travailler sur le sujet, parce que ça nécessite aussi effectivement quel niveau de formation pédagogique on veut donner à ces employés-là qui souhaitent effectivement investir là-dedans. Mais souvent, on se rend compte que tout naturellement, quand on met deux équipes ensemble, en fait, les gens arrivent à partager. Bon, bien sûr, après se pose la question de l'acquis. Est-ce qu'effectivement, comment on le valide, comment on le trace, etc. Ça, c'est encore d'autres questions. Mais pour nous, en fait, c'est vraiment des employés qui apprennent à d'autres employés. Et j'ai un exemple type aujourd'hui que je peux citer aussi sur un autre sujet qui n'est pas forcément lié aux acquisitions. On parle beaucoup de data-driven company. Donc, du coup, le Power BI, très bien. Et en fait, vous dites, OK, le Power BI, data-driven, on va se baser sur le Power BI. Mais là, vous avez 130 000 employés. Est-ce qu'ils tous doivent effectivement se former à du Power BI ? C'est quoi le Power BI ? Power BI, c'est l'outil qui permet d'analyser, d'extraire, de stocker et d'analyser en fait les données. Et du coup, parce qu'on dit, une data-driven company, c'est que la prise de décision est basée sur la data. Mais quand vous dites Power BI, donc il y a plein de gens qui commencent à regarder, est-ce que je vais pouvoir l'utiliser ? Et là, mine de, ce n'est pas si intuitif que ça. Et en fait, nous, on a deux employés, un dans la recherche et développement et un dans l'industrie, qui se connaissent et qui ont monté, tous les deux, une formation, parce qu'ils disent finalement, c'est bien beau tout ça, ils expliquent un peu la théorie,
ils ont dit, ben nous, avec notre expérience, en fait, on a vu que ça a un intérêt de passer sur du Power BI et de sortir de l'Excel un peu dans tel type de cas, et après, qui apprennent carrément aux employés, emmenez votre Excel, emmenez un exemple, un use case, et on va effectivement pratiquer ensemble. Et en fait, dans la formation, c'est effectivement ça le vrai enjeu, qu'on sorte en fait, et on sait finalement, ah oui, maintenant je sais ce que je peux en faire. Et je peux passer de l'intention à faire. Et ça, c'est des exemples personnellement que je trouve génial, parce que en fait, moi je l'ai découvert parce que je suis en charge de l'offre learning et développement pour l'IT et le digital. Et en fait, j'ai des petits champions comme ça qui poussent dans l'entreprise et je dis, c'est super. Merci Karine. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un vrai mouvement de l'apprendre qui est en train de se mettre en place, hein, un peu partout dans les entreprises et partout. Sois-y, donc, vous, énergéticien, vous êtes dans un secteur qui fait face à des transformations majeures. L'énergie verte est là, on en entend parler. Comment, donc, du coup, sur ce volet du développement des compétences, accompagner le verdissement de l'énergie, amener les collaborateurs vers le gaz vert, vers le biométhane, l'hydrogène, et puis est-ce que le reskilling a sa place là-dedans aussi? C'est vrai que donc, au travers de la transition énergétique, le groupe est en train d'accompagner finalement les systèmes énergétiques bas carbone de demain. Et pour ça, on a notre filière gaz qui est en cours d'évolution très forte et significative vers effectivement le verdissement des énergies, l'hydrogène. Voilà, je laisserai parler les experts sur le sujet, mais en tout état de cause, on a un vrai sujet de transformation de cette filière. Et on est parti du principe que ça ne se faisait pas tout seul, ça ne se faisait pas que Engie, ça se faisait de manière beaucoup plus globale, encore une fois, hein, si on veut avoir de l'impact, si on veut être visible, si on veut faire reconnaître nos métiers et si on veut voilà, faire en sorte que cette transformation se fasse de manière impactante et significative. On s'est dit, voilà, il faut qu'on regarde avec les parties prenantes, que ce soit les branches professionnelles, que ce soit avec les associations et les organisations professionnelles et syndicales, comment on travaille ensemble pour travailler cette transformation. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité, notamment au travers nos branches professionnelles, travailler cette EDEC hein, dont vous parlez. Tu peux dire ce que c'est ? L'engagement pour le développement du coup, des compétences et de l'emploi, effectivement, hein, donc c'est une vraie démarche qui est portée par l'État, hein, voilà, hein, puisque c'est pas l'EDEC d'Engie, mais bien loin de là. C'est vraiment un travail qui est mené entre l'État et les organisations professionnelles et syndicales, pour permettre effectivement cette transformation, identifier les métiers concernés et comment effectivement, voilà. Donc on est vraiment actif au travers de ces branches professionnelles. Hein. Je suis moi-même président de la commission formation au sein d'une de ces branches professionnelles. Donc on a vraiment à cœur de travailler avec les différentes associations professionnelles sur le sujet. Et notamment, là, le sujet est pas mal porté par l'Association française du gaz, avec, on va dire, des objectifs qui sont très précis. C'est donner de la visibilité, comme je disais, pouvoir développer des dispositifs innovants, que ce soit en termes de connaissance du métier, mais aussi de développement des compétences sur ces métiers, et de pouvoir développer du coup des passerelles métiers, des dispositifs qui vont nous permettre effectivement, notamment, je pense, je tourne la tête à gauche. Oui, elle est contente. Voilà, elle est contente. Voilà, nous permettre de manière très concrète de développer, et surtout à la maille territoriale, puisqu'on a des enjeux territoriaux, des solutions, des passerelles métiers qui vont nous permettre de faire le lien avec ce qui a été dit jusqu'à présent, de faire une vraie approche par compétence. Et du coup, en un mot, où ça en est ? Ça en est, c'est qu'aujourd'hui, donc l'accord a été validé par les partenaires sociaux, les organisations syndicales et puis l'OPCO2I. Donc voilà, je déflore rien au jour d'aujourd'hui, mais voilà, en tout cas, donc c'est déjà une première bonne étape. Et donc là, on va rentrer dans la phase très opérationnelle de pilotage de cette EDEC. Donc ça devrait maintenant avancer très rapidement. Donc on est très, très heureux de travailler, en tout cas, en groupement sur ce sujet. J'espère qu'il y en aura d'autres qui suivront, même l'aéronautique, l'automobile, etc., parce que je pense qu'il y a des enjeux de filière majeurs. Donc, Catherine, donc, du coup, comment
concrètement, Rome 4.0 peut-il interagir avec l'EDEC Gaz, mais aussi Karine, elle utilise Workday pour la gestion des talents. Comment créer des coopérations gagnant-gagnant avec celles qui sont à vos côtés, puis d'autres dans la salle? En fait, comme je disais tout à l'heure, le ROM 4.0, c'est un nouveau référentiel de compétences qui va nous permettre de redécrire et d'aller beaucoup plus loin dans la description des métiers et des emplois du marché du travail. Aujourd'hui, on a 532 fiches métiers. C'est très insuffisant pour rentrer à la maille de description dont on aurait besoin vraiment pour être capable à la fois d'orienter les demandeurs d'emploi de façon satisfaisante et surtout d'être en valeur ajoutée de conseil auprès des entreprises. Et donc, on va aller beaucoup plus loin vers des descriptions d'emploi, mais ça, on ne va pas pouvoir le faire tout seul. Et de toute façon, ça serait absurde et inintéressant de le faire tout seul. On va engager tout un travail collaboratif avec l'ensemble des OPCO, l'ensemble des branches professionnelles, à qui on va aller présenter notre langage compétences et à qui on va proposer de venir nous aider, compléter nos fiches actuelles, élaborer la nouvelle génération de fiches à la maille des emplois. Alors évidemment, nous, on ne rentrera jamais à une maille de description de poste à la maille de chaque entreprise qui, en fonction de son organisation, voilà. Mais en revanche, la maille branche, elle est parfaite. Chaque fois qu'il y a un regard paritaire porté sur un emploi suffisamment représentatif pour la branche, pour le coup, demain, le ROM 4.0, il est impératif qu'il puisse s'en faire l'écho. Et ça sera d'autant plus simple que dans le type de démarche EDEC, où en plus il y a un tas de personnes, d'ingénieurs très qualifiés qui se penchent sur la question de cette qualification des emplois et des référentiels de compétences associés, on pourra en fait venir tout de suite apporter et présenter notre langage. En fait, il n'est pas du tout enfermant au sens où si la branche a déjà son référentiel de compétences, la seule chose qu'on lui demandera de faire, c'est d'indexer ses compétences à nos macro-compétences. Et derrière, on peut complètement dérouler à la fois la description de l'emploi dédié et en même temps penser et construire les ponts de transition avec l'ensemble des autres secteurs. Parce que je pense que, et pour élargir peut-être un petit peu, la position de Pôle emploi est un peu particulière par rapport à mes voisines, puisque nous, on est contraints et en même temps, c'est la beauté c'est à la fois la difficulté et la beauté de notre métier, c'est que nous, il nous faut pouvoir penser tout type de transition, tous secteurs confondus. Et donc, nous, on a impérativement besoin, en fait, d'avoir un référentiel qui pense des transitions, pas seulement à l'intérieur d'un secteur, ce qui est le plus souvent pensé par les branches, et c'est normal, mais bien en logique totalement interprofessionnelle. Et donc, nous, on avait besoin d'un référentiel qui était vraiment complètement désectorisé. Et du coup, il n'y a que l'approche compétence qui peut nous permettre de construire un tel outil. Et c'est bien l'ambition du ROM 4.0. Et dans cette approche compétence, est-ce qu'on peut imaginer un référentiel unique pour les soft skills? Et la question aussi, c'est celle des open badges dont on parle beaucoup et de cette société de l'apprendre. Est-ce qu'on peut comptabiliser des choses qu'on a faites au travers de ça? C'est un sacré défi. Alors, dans le ROM 4.0, il y aura un référentiel, ce qu'on appelle, nous, pour l'instant, une compétence transversale. Ce ne sera sûrement pas le nom officiel public, parce que par ailleurs, en plus, nous, il faut livrer des choses qui sont compréhensibles pour le grand public. Donc, je pense qu'on parlera pour l'instant, on parle de compétences sociales en langage grand public. C'est certain. Donc, effectivement, on a des choix à faire devant nous et il y a de sacrées guerres de chapelle. Donc, on est en train de travailler. Mais ce qui est très intéressant, nous, c'est que, compte tenu de la méthode qu'on a employée, on a analysé notre ancien ROM. On avait déjà énormément de matière. Il y a une IA d'analyse sémantique qui a fait un énorme travail pour appuyer notre travail. Aujourd'hui, on a identifié quelques 70 compétences sociales sur un global de 400, un peu plus de 400 macro-compétences qui permettent de décrire, encore une fois, l'ensemble des familles, des types de compétences qu'on trouve sur le marché de l'emploi. À l'intérieur de ces 70, on a un gros tiers de compétences qui sont spécifiquement managériales et les autres qui relèvent de la communication, de l'organisation, donc, effectivement, on aura un référentiel. Maintenant, moi, je dis que le défi qui est devant nous et qui n'est pas mince, c'est d'avoir une analyse juste des compétences transversales attendues sur chacun des postes. Parce qu'en fait, quand vous interrogez les entreprises, en fait, dès que vous les mettez devant un référentiel de compétences sociales, ils veulent tout.
l'employé parfait, il est parfait, motivé du matin au soir, quels que soient les contextes. Enfin, bon, je passe Or, bien évidemment, il n'est pas question, nous, qu'on ait un référentiel de métier et d'emploi où systématiquement on remette les 50 compétences sociales du tout, parce que ça n'a aucun sens et que c'est pas ça le sujet. Donc, oui, je vais avoir un référentiel, mais oui, j'ai vraiment besoin d'être dans un dialogue approfondi avec mes partenaires au co-et-branche dans les prochains mois, parce que je pense qu'il va falloir qu'on vise vraiment de façon juste les 5, 7 compétences sociales réellement utiles sur cet emploi. Et nous, on observe au quotidien que très souvent, il y a un écart entre les compétences sociales que l'employeur, le recruteur au sens large du terme, veut retrouver parce que c'est sa projection du salarié idéal, alors qu'en fait, les dites compétences ne sont pas nécessairement du tout ni utiles ni mobilisées sur l'emploi sur lequel ils recrutent. Donc on a un beau défi devant nous. Et là, ce qu'on voit, c'est aussi des enjeux d'écosystème dont on va parler dans la table ronde suivante. Et on voit donc ce mouvement de l'apprendre et qu'on est tous ensemble dans cet apprentissage. Merci beaucoup, mesdames. On peut les applaudir. On va prendre... Merci. Attendez, restez encore. Alors, je déborde un tout petit peu, mais s'il y a 1 ou 2 questions qui brûlent dans la salle, on peut les prendre. 2, allez, 3, mais pas plus. Rapidement. Par contre, allez droit à votre question, s'il vous plaît. Bonsoir, Jonathan Pinet. Je travaille avec General Assembly du groupe ADECO. Vous avez parlé de besoins massifs pour le reskilling. Ma question, c'est comment est-ce que vous créez l'envie, l'intérêt pour ces nouveaux métiers? Est-ce qu'il y a des dispositifs d'orientation professionnelle au sein de vos organisations pour les soutenir? Karine? Côté Michelin, oui, on a défini tout un parcours d'accompagnement qui commence par identifier d'abord via le RIASEC, je ne sais pas si vous connaissez, effectivement, c'est quoi mes domaines effectivement, de motivation, jusqu'à effectivement de la competency matching. On va regarder effectivement, parce que ça permet d'affiner déjà effectivement, en croisant avec où est-ce qu'il y a des besoins, parce qu'en fait, c'est bien de se connaître, mais il faut aussi tenir compte effectivement des besoins de l'entreprise. Donc, on fait des competency matching, effectivement, pour voir effectivement où est-ce qu'il y a le plus de couvrement, pour après accompagner les personnes, effectivement, vers une nouvelle opportunité. Donc, c'est vrai que tout ce système d'accompagnement et notre service personnel, on l'a renforcé avec ce qu'on appelle des partenaires de développement, en fait, pour accompagner ces personnes-là et des gens comme dans mon équipe, qui accompagne les personnes après spécifiquement sur les métiers. Merci Karine. Bonjour, Yannick Vinet. Nos codes solutions, nous sommes à la fois organisme de formation innovant et start-up, et nous développons actuellement 4 applications pour des clients basées sur le référentiel Rome actuel. Alors, notre technologie nous permet de nous adapter très rapidement, mais j'aimerais, si c'est possible, discuter avec vous assez rapidement pour vous faire savoir ce qu'on fait. Il n'y a aucun problème. Ce n'est pas vraiment une question, et c'est bien joué. Bonjour, Alexis Godet. Je vous expliquerai ma start-up tout à l'heure peut-être, mais en gros, j'ai une question très simple pour ne pas prendre trop de temps. Vous avez dit qu'il y a un triptyque très important tout à l'heure, et je n'ai pas noté. Donc j'aimerais que vous puissiez le redonner, c'est tout. Merci. C'est l'analyse des activités, les compétences associées et les modalités d'évaluation. Merci, merci mesdames. Alors, je vais appeler à me rejoindre la deuxième table ronde, Yael Leben, donc, qui est directrice des ressources humaines de Salesforce pour la France et le South EMEA. Et qui était en retard et qui s'excuse. Alors, voilà, tu peux t'asseoir là. Voilà, non, là, c'est comme ça, on fait une fille, un garçon, c'est bien. Voilà. Emmanuel Frénéard, qui est Global Head of Digital de Sanofi. Laurent Graziani, président de Modis pour la France et l'Europe du Nord. Bonsoir à tous les trois, ravi d'être là avec vous. Donc nous avons avec Salesforce un acteur du digital, avec Modis un acteur du digital, et une ESN, qu'est-ce que je peux dire d'autre, une académie de formation et un cabinet de recrutement. Avec Sanofi, on a beaucoup entendu parler des vaccins, hein,
Mais là, on va parler de digital pour Sanofi. Je vous propose de démarrer directement. Voilà. Donc, Yael, qu'est-ce qui fait le succès durable du capital humain d'une entreprise dynamique et innovante? Vous êtes numéro 1 de Great Place to Work en France. Félicitations. Merci. Mais comment on fait tout ça? Je crois qu'on est très, très fidèle à nos valeurs. Ça, je pense que c'est un point important. Et vous allez voir dans tout ce que je vais dire aujourd'hui qu'effectivement, ce sont des éléments clés qu'on retrouve. Donc, le premier point, c'est la satisfaction de nos clients, parce que sans nos clients, on n'est rien. Le deuxième point, c'est la confiance qu'on est capable d'établir avec nos clients, avec nos partenaires et évidemment avec nos collaborateurs. Le troisième point, c'est l'innovation, et ça se travaille. Et on va évidemment en parler. Et le quatrième point, c'est tout ce qui est equality et comment on s'assure de créer la diversité. Donc ces éléments-là et ces valeurs-là sont vraiment visibles et perceptibles dans chacune de nos actions. Et donc je pense que ça, c'est un des Key Success Factors. J'ai vu qu'il y avait des anglicismes tout à l'heure, donc je me permets d'en glisser quelques-uns. Tant qu'ils sont accessibles. Voilà, voilà. Et donc ça, c'est vraiment important. Et donc ça facilite et ça contribue à l'engagement de nos collaborateurs. Et grâce à cet engagement, je pense qu'on a ce qu'on cherche avec Great Place to Work. Et un des éléments, pour enchaîner sur le sujet de la table ronde un peu plus précisément, on s'aperçoit qu'on a besoin de garder nos collaborateurs en learning mode tout le temps. Et c'est quelque chose sur lequel on travaille énormément. Donc notre défi et les enjeux aujourd'hui, c'est autour de la pénurie des talents. Et ça, c'est un sujet clé pour nous, à la fois pour nous et pour notre écosystème. On en parlait, mais je peux me permettre de dire que Sanofi client. Et donc, pour le coup, ils ont besoin, une fois que la base de Salesforce est installée, ils ont besoin de l'utiliser et d'en tirer le meilleur. Et donc, tout ça, c'est du travail. Il y a besoin d'avoir les compétences. Et de la même façon, lorsque vous achetez du Salesforce, vous passez par un partenaire qui vous aide à l'intégration et l'implémentation. Et pareil, si nos partenaires ne sont pas staffés, eh ben, on se retrouve dans la situation où le produit n'est pas vendu, n'est pas mis en place et on ne tire pas le meilleur parti de tout ça. Donc on travaille vraiment dans ce pénurie de talent qui est un vrai problème et qui est un vrai enjeu pour nous. Et c'est clé. Et si je peux te donner juste des petits chiffres, si vous allez aujourd'hui sur Indeed et que vous cherchez le nombre de jobs, alors je l'ai noté parce qu'il y a 2729 jobs ouverts qui mentionnent Salesforce. Donc, il y en a une centaine qui sont des jobs chez Salesforce, mais tout le reste, ce sont des jobs dans notre écosystème. Et donc, ça, c'est vraiment, vraiment important en termes de nombre. Et si vous allez sur LinkedIn, vous vous rendez compte qu'il y a 60 000 Français, parce qu'on a fait la recherche spécifiquement sur la France, je l'ai faite ce week-end, qui mentionnent la compétence Salesforce dans leur profil. Donc voilà, tout ça. Si, 60 000, c'est pas assez. On sait que d'ici à 2025, on aura 211 000 collaborateurs qui auront des compétences Salesforce, que ce soit pour les partenaires, pour les clients ou pour nous-mêmes. Voilà. Donc oui, il y a un vrai enjeu aujourd'hui de pénurie. Et la même chose, j'imagine, Laurent, donc les ESN sont confrontés à ce sujet de maintien et de développement des compétences en interne, tant parce que vos clients sont confrontés à de nouveaux enjeux technologiques, mais aussi parce que vous avez un turnover important. Moi, j'étais impressionnée sur les 2500 salariés ou collaborateurs. Vous m'avez dit, par an, vous recrutez, enfin, tu m'as dit que tu recrutes 1000 personnes. Donc, sur 2500, j'étais impressionnée. Donc, en tant que SN, comment traitez-vous ce sujet et que faites-vous pour y pallier? Ça, c'est une grande question. Moody's, comme tu l'as dit, propose à ses parties prenantes, quand je parle de parties prenantes, je pense aux candidats, aux clients, aux collaborateurs, une offre 360 degrés RH et technologique. On est positionné sur l'innovation. Transformation digitale, la data, le cloud, l'industrie 4.0, les smart écosystèmes. Donc on a besoin de recruter des gens qui maîtrisent ces compétences et surtout de faire grandir nos équipes sur ces compétences. Comme on fait partie du groupe Adecco, qui est leader mondial des solutions RH,
on a ajouté aux méthodes traditionnelles de recrutement et de formation des méthodes innovantes pour pouvoir recruter et former autrement. Et ça, c'est la genèse de la Modis Tech Academy, qui est notre solution pour créer les compétences. On ne vous entend pas suffisamment. Est-ce que c'est... Ah oui. Ouais. Je m'entends bien, moi. Je recommence ? Non, la Modis Tech Academy. La Modis Tech Academy. Donc en fait, Modis Tech Academy, c'est notre solution pour créer les compétences qu'on ne trouve pas sur le marché. Ou alors, en tout cas, qu'on ne trouve pas en assez grand nombre sur le marché. On prône l'alternance, alors vous en avez parlé, mesdames, l'alternance, comme voie d'excellence, d'apprentissage de nouvelles compétences en IT et en engineering. Et grâce à cette académie, tu as parlé des 1000 recrutements, ben c'est justement grâce à cette académie qu'on va pouvoir recruter en 2022 20% de personnes en plus. Pourquoi ? Parce qu'on va aller chercher dans d'autres viviers de talents. Et notamment, on va s'appuyer sur des soft skills, les fameuses compétences sociales, j'ai bien aimé, plutôt que douces. On va s'appuyer sur les leviers motivationnels. Et puis, on va apporter les briques, les compétences dures, les compétences métiers qui manquent, avec un programme sur mesure. Et c'est ça qui rend notre académie durable, parce qu'elle permet de conjuguer performance sociale et performance économique. 20% de recrutement en plus, ça veut dire plus de croissance, mais ça veut dire aussi répondre à nos enjeux de diversité. Tu en as parlé, Yael. On milite beaucoup sur l'inclusion et la diversité. Comment aller chercher notamment plus de femmes dans les formations techniques, en allant chercher des femmes dans d'autres viviers de compétences et leur apporter les nouvelles compétences. Et comme nos clients sont confrontés aux mêmes défis, on a ouvert notre Tech Academy aussi à nos clients en faisant une ligne de service. Merci. Emmanuel, donc souvent on invite les acteurs à la fin de la transformation et puis viennent nous dire comment tout s'est très bien passé et comment ils ont réussi. Aujourd'hui, nous sommes ravis de t'avoir ici. Et alors que donc, tu es au début ou presque de la transformation et donc que tu viennes partager avec nous tes convictions, tes choix, tes doutes également. Et c'est d'autant plus intéressant que tu as eu toute ta carrière à l'international et que tu reviens, on sait, avec des rapports d'étonnement sur la France, donc tu nous en feras part. Mais avant ça, depuis la crise du Covid, on a entendu parler de Doliprane, des tas de médicaments comme ça. Doliprane, c'est Sanofi. Et au-delà donc du vaccin, vous avez les projecteurs sur vous, sur ces sujets de relocalisation et de souveraineté. Donc forcément, ça entraîne des enjeux de formation, de compétences. Donc, vu de l'intérieur et vu du numérique, quels sont pour vous les enjeux et les défis au regard des compétences? Bonsoir à tous. Alors, on ne va pas parler de vaccin. C'est un sujet un peu tabou. On est tous vaccinés ici, donc ça va. Sanofi Digital, c'est 2500 collaborateurs et c'est la fusion en fait de l'IT, les fonctions digitales et la data. Ça, c'est le premier groupe en fait sur lequel nous on est très centré. Et c'est le groupe qui en fait a, je dirais, souffert puisque depuis 10 ans dans Sanofi il y a eu une politique d'outsourcing assez massif. Et qui a en fait comme résultat une perte de compétences, puisqu'on s'appuie sur des partenaires externes. Donc notre priorité, c'est nos 2500 collaborateurs, de les remotiver, de leur redonner un goût au travail qui les valorise. Et comment on fait ça ? On fait ça en commençant par, un changement culturel. Pourquoi un changement culturel ? Parce qu'il y a un déclic qui est en train de se passer dans nos collaborateurs, de se dire, nous, on veut contribuer à Sanofi. On ne veut pas avoir à gérer des gens qui travaillent pour nous à travers d'autres. On veut, nous, pouvoir contribuer au succès de Sanofi. Nous, on tient notre entreprise, on tient à la valeur qu'on peut apporter dans le digital. Et le digital, maintenant, c'est la recherche des médicaments, c'est ce qu'on appelle des clinical trials, donc en stimulation sur le in silico, comme on l'appelle. C'est énormément d'innovation qui, en fait, été faite par des tiers. Donc, on a pris la perspective de se dire on voudrait travailler de façon différente et on voudrait miser sur nos collaborateurs. Donc on a lancé un très gros programme qu'on appelle Agile Now, qui sont 5 semaines, un événement de 5 semaines qu'on a lancé il y a 2 semaines.
on a invité, pour ouvrir l'événement, Alistair Cockburn, qui est un des fondateurs de l'Agile Manifesto, un des cofondateurs, un des 17 cofondateurs de l'Agile Manifesto, pour dire à nos collaborateurs, voilà, on va travailler comme ça maintenant. Et on a créé tout un parcours de développement avec des compétences, et vraiment, on a fait le mapping des compétences que l'on a maintenant vers les compétences auxquelles on aspire. Et on donne à chacun la possibilité de faire ce parcours à travers de la formation du ludique. On avait parlé de gamification. Là, on fait vraiment des jeux. On a tout un parcours de agile avec des Lego. Il faut construire des villes en Lego en 3 heures. Et ça explique vraiment aux gens comment fonctionner en agile. Donc c'est notre priorité, nous, c'est notre capital humain avant d'aller voir ailleurs et de redévelopper notre capital humain. Et je pense que ça commence à prendre. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment ce choix de démarrer par la transformation culturelle en disant je mets les piliers dans la fondation et après on construit. Alors maintenant, on va donner quelques exemples d'innovation. Bon, là, on est dans des innovations, hein, parce que je n'ai pas défini ce que c'est. Yael, qu'est-ce que c'est que Trailhead? Et quel rôle ça joue au sein de Salesforce et au-delà, chez vos clients également? Tu parlais, Emmanuel, de gamification. Trailhead, c'est exactement ça. C'est une plateforme qui a été créée en 2014 et qui est une plateforme gratuite et qui est accessible à tout le monde et qui permet exactement de s'auto-former, d'avoir un endroit où vous trouvez des formations autour des solutions Salesforce, mais pas uniquement. Vous pouvez avoir des formations marketing, vous pouvez avoir des formations autour de la data, vous pouvez avoir énormément de parcours. C'est complètement libre. C'est à disposition de nos partenaires et de nos clients qui peuvent le mettre à disposition. Je sais que Engie, typiquement, l'a utilisé. Engie l'a utilisé et a profité du Covid, on va le dire comme ça, pour former et accélérer l'utilisation de Trailhead. Donc voilà, donc c'est vraiment un endroit où vous pouvez à votre propre initiative, Catherine disait tout à l'heure, si j'ai bien compris, que vous pouvez vous former à ce que vous voulez. Je suis RH, je peux aller me former au marketing. Et il n'y a pas de mon manager qui me dit mais comment ça, tu te formes au marketing, qu'est-ce que tu veux devenir? Donc voilà, c'est complètement libre. La bonne nouvelle, c'est que c'est gratuit et que donc ça nécessite uniquement une connexion Internet. Donc voilà, donc ça c'est essentiel. Et il y a un autre élément important, c'est que vous faites partie, à partir du moment où vous avez rejoint Trailhead, d'une communauté de ce qu'on appelle chez nous les Trailblazers. Et donc, c'est ceux qui nous ouvrent la voie. C'est la traduction de Trailblazer. Et donc, cette communauté permet de créer un peu d'émulation, d'avoir des badges, de gagner un ranking, donc un positionnement, et de faire partie de cette communauté. Et donc, ça crée énormément de connexions à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. Donc, ça, c'est vraiment une innovation et c'est vraiment important pour nous. Et de la même façon, nous, on l'utilise aussi en interne pour tout type de formation. On parle beaucoup de biais inconscients, notamment dans le recrutement et dans la diversité. Et bien, typiquement, chez Salesforce, 100% de nos collaborateurs doivent être formés à ces biais inconscients. On est complètement conscient que ces biais existent et c'est pas grave. On en a tous et c'est comme ça qu'on est construit. Par contre, on essaye de les déconstruire au fur et à mesure et d'avoir une approche très lucrative avec des jeux et des points. Voilà. Donc c'est ça Trailhead et on s'en sert évidemment dans le onboarding. Enfin voilà, il y a plein d'applications en interne et en externe. Merci. Et Emmanuel, donc là, on a vu que la première brique, c'est la transformation culturelle. Pourquoi l'agilité ? On a parlé aussi, là tu n'en as pas parlé, mais de la co-construction, de l'audace. Là, on a entendu parler aussi de ces notions de prise de risque. Comment ça se passe et pourquoi ces choix et quelles sont les prochaines étapes? Alors, quand on regarde un peu l'évolution, surtout dans le développement de logiciels, l'agile a eu quand même une place grandissante ces 10 dernières années. Et énormément de produits. Spotify est un très bon exemple d'une entreprise qui a quand même créé une application qui est utilisée par des centaines de millions d'utilisateurs au niveau mondial en agile. Et donc cette façon de travailler, il y a un certain ludisme dans cette façon de travailler. Donc nous, on a commencé par se dire, on voudrait que tous nos collaborateurs dans le digital et ensuite à terme dans le business également, puisqu'on va parler de la co-construction,
comprennent qu'on veut travailler d'une façon différente, qu'on veut pouvoir avoir des succès et des échecs plus vite. Donc ce concept d'approche de minimum viable product ou d'itérative, en fait, où toutes les 2 semaines on a un livrable, est très différente que l'approche qu'on avait à l'heure actuelle. Et je dirais qu'il y a un deuxième élément de l'approche, c'est de se dire, on veut travailler, donc on travaille dans ce qu'on appelle nous des pods, c'est des Product Oriented Delivery, donc c'est des équipes de 10 personnes, et si vous voyez la référence, pourquoi 10 personnes, Jeff Bezos est venu avec cette phrase qui disait « Si l'équipe est plus grande qu'elle ne peut être nourrie par 2 pizzas de taille XL, l'équipe est trop grande. » Et c'est très vrai, puisqu'une équipe de plus de 10, la communication est le premier péché des gros projets. Là, dans les équipes de 10 personnes, la communication est instantanée. Et là, dans ce qu'on fait, c'est que dans la co-construction, Anna, c'est que le business fait partie de l'équipe des 10 personnes. Les responsables, donc ces rôles de product owner, qui nous est un rôle de fort développement, ces rôles de scrum master, qui est en fait le project manager d'une équipe agile, ces rôles de business owner, de development lead, tout ça travaille ensemble et co-construit la solution. Donc il n'y a pas de solution de départ, il n'y a pas de requirements, je ne me souviens plus comment ça dit en français, mais de cahier des charges, voilà, de 250 pages que personne ne lit jamais, puisqu'il faut se dire la vérité, on les imprime et puis on ne les lit pas. C'est vraiment maintenant quelque chose qui est beaucoup plus dynamique. Et donc nos formations accompagnent ces gens à devenir des product owners. Et un point, quand j'ai dit qu'on investit sur nos collaborateurs, toutes les formations ont pour objectif une certification volontaire, que nous, on va financer bien entendu. Et pourquoi on fait ça? Puisque dans ma carrière, je n'ai jamais perdu de collaborateurs qui ont pris des rôles qui étaient de moindres rôles quand ils ont quitté la boîte. Donc l'objectif, c'est qu'ils se valorisent non seulement en interne, mais en externe. Je suis prêt à perdre des collaborateurs pour des meilleurs jobs. Je ne suis pas prêt à perdre des collaborateurs pour des moins bons jobs. Intéressant. Et tu nous as parlé aussi du fait que là, vous avez besoin, tu as un peu parlé de compétences de product management, parce que vous les aviez perdues au profit de compétences de service management. C'est là, tu les intègres dedans Oui, alors il reste quand même un nombre de fonctions de service management, parce que c'est une grosse entreprise et qu'on a beaucoup d'applications. On doit avoir 3500 applications chez Sanofi, donc on en a quelques-unes en trop. On essaye de standardiser avec nos amis de Salesforce, mais il nous reste du travail à faire. Je dirais, ce qui est important pour nous, c'est de garder les 2 compétences. Ce qui est un avantage compétitif et différenciateur pour Sanofi, là, on veut la mainmise, on veut le contrôle, on veut les équipes, on veut internaliser. Et tout ce qui est, je dirais, plus commodity, et c'est sans le côté péjoratif, il n'y a pas de négativité. Mais là où on peut aller chercher les intervenants externes pour nous aider en compétences et en capacité, parce qu'on ne peut pas être sur tous les fronts, là, on va s'appuyer sur eux. Mais ce qui est différenciateur et ce qui est propriétaire à Sanofi, nos relations clients, nos relations patients, ça, c'est chez nous. Le développement de médecine, ça, c'est chez nous. Okay. Merci. Laurent, Maudit, c'est le résultat d'une démarche d'intégration verticale d'Adecco, puisque Adecco, cabinet de recrutement, a créé son conseil technologique et IT, et puis a créé son académie. Est-ce que l'intégration verticale est un modèle gagnant pour les compétences dans un monde qui va vite? Et est-ce que là-dedans, l'innovation pédagogique peut contribuer à cette réussite, et durablement? Alors, effectivement, ce que tu appelles verticalisation, nous on parle d'un positionnement 360 degrés, mais bon, on est au vertical ou horizontal, mais c'est la même chose. En tout cas, on a 3 lignes de service: consulting, cabinet de recrutement et notre académie. Le but, c'est que ces 3 lignes de service, elles se complètent, elles s'enrichissent mutuellement et elles permettent à nos candidats et à nos collaborateurs plus de richesse dans le développement de leurs compétences. Et ainsi, on va pouvoir accompagner nos clients dans leur transformation, qu'elle soit digitale ou technologique, et en tout cas dans leur recherche de performance. Si maintenant on se focalise sur l'académie, on se dit à quoi sert cette fameuse verticalisation? En fait, on a conjugué les forces de nos 3 lignes de service. On est allé chercher l'expertise en assessment, notamment sur les soft skills et sur les leviers motivationnels dans notre cabinet de recrutement. Ensuite, on est allé construire des parcours techniques. Comment on a fait? On a pris nos ingénieurs pédagogiques, évidemment de notre académie, qui ont discuté avec nos experts, notre direction technique, notre ESN, pour construire des parcours techniques sur mesure par rapport à des besoins spécifiques de clients. Ensuite,
on propose 2 types de mentorat. Un mentorat RH qui est exercé directement par les coachs de notre académie. Hein, on a beaucoup parlé de suivi pour pas que les gens décrochent, pour qu'ils soient motivés. C'est clé pour nous. Et puis aussi du mentorat technique qui est fait par des coachs techniques qui sont sélectionnés parmi les 2500 consultants de notre ESN, qui se positionnent en mentorat technique et qui accompagnent sur des questions très pratiques nos apprenants. On a sécurisé l'apprenant qui est dans sa reconversion de compétences en lui proposant un CDI dès le premier jour de sa formation. Donc il n'a pas de souci de pérennité, il a raison de nous faire confiance et de se lancer dans une reconversion qui peut être longue. Et on est d'ailleurs très fiers, vous avez parlé tout à l'heure de CFA, on est très fiers au sein du groupe ADECO d'avoir lancé un des premiers, voire le premier CFA d'entreprise en 2019. Et puis, à la fin du parcours, l'apprenant, soit il rejoint les équipes du client qui ainsi a pu recruter autrement, soit alors il rejoint notre ESN en tant que consultant. Et c'est ça qui fait l'innovation, c'est conjuguer les points de force de ces 3 services qui sont complémentaires. Conjuguer et puis bien les exécuter. Exactement, avec un chef d'orchestre qui est dans l'académie. Il y a un de mes chefs d'orchestre qui est en face de moi là d'ailleurs. Merci. Emmanuel, donc vous avez un projet passionnant dans une entreprise très innovante du point de vue de son cœur de métier et qui du coup maintenant va innover sur toute sa chaîne de valeur pour ramener le numérique au cœur de ses enjeux organisationnels, humains et business. Du coup, donc, les enjeux de recrutement sont très importants. Et comment on peut tourner cette transformation et la transformer en facteur d'attractivité de l'entreprise? Et comme on a Salesforce ici, on va faire plaisir aussi à Salesforce. Comment est-ce que la coopération avec des entreprises comme Salesforce ou AWS ou Microsoft Azure peuvent-elles contribuer à cette attractivité? Je crois que ça a été mentionné dans la table ronde précédente, mais on parle de pénurie de talent et ça n'est que réel. C'est très difficile d'attirer du talent. Je crois que c'est Amazon Web Services qui a 55 000 postes ouverts pour des solutions architectes et genre de rôle. On parle quand même de 55 000 postes ouverts au niveau mondial. C'est colossal. Donc le déficit de talent est énorme. Nous, notre objectif, d'abord, c'était de upskiller nos collaborateurs. Et ensuite, je pense que la mission de Sanofi est assez unique. Nous, on veut améliorer la qualité de la vie des gens, on veut sauver des vies. Donc, quelque part, il y a une mission qui connecte bien avec les personnes. Donc, quand on se tourne vers l'extérieur, je ne dirais pas que c'est facile, c'est particulièrement difficile, mais la mission attire beaucoup. Et ensuite, on demande aux gens de travailler justement dans les cycles agiles où, en fait, leur quotidien va changer plus fréquemment. Et de leur donner des sujets plus intéressants, plus fréquemment, et de leur permettre de choisir plus les sujets. Ça, c'est très important pour nous. Ensuite, vous avez parlé de l'écosystème. C'est vrai qu'on s'appuie sur un écosystème, Salesforce, entre autres, qui est un écosystème tech, qui donc attire également les candidats, puisqu'il y a une valorisation du CV à la sortie. C'est important. Ce qui est également important dans l'innovation, c'est que même lorsque Salesforce, qui est maintenant une entreprise de taille assez conséquente, hein, c'est un géant de la tech, donc innovant, mais comme tous les géants, on a tendance un petit peu à perdre de la vélocité. Ils ont développé un écosystème de gens qui font l'innovation sur leur plateforme. Donc nous, ce qui nous intéresse également, c'est de trouver des petites entreprises. Donc ce n'est pas toujours d'aller attirer, mais des petites entreprises qui peut-être ont fait l'innovation sur les plateformes des gros de la tech et qui, eux, veulent jouer le jeu avec nous et de co-construire avec nous. Donc je pense qu'on le regarde sur tellement d'angles. La mission d'entreprise et la volonté d'aider les gens, ça c'est numéro 1. Numéro 2, c'est de travailler sur des projets qui vont changer assez fréquemment et donc de peut-être se dire que dans 3 mois, on travaillera sur quelque chose de très différent. Et ensuite, je dirais, c'est de donner aux gens de nouveaux métiers, puisqu'on est tous en train de se réinventer et tous les 5 ans, il faut se réinventer. Si vous êtes près du digital, il faut rester constamment sur ses doigts de pied. Et ça, je pense que c'est également quelque chose qui attire les gens. Merci. Yael, donc comment Salesforce peut créer cet effet d'émulation avec ses clients et favoriser une dynamique innovante pour ses besoins de reskilling, upskilling, et puis si tu as quelques exemples.
C'est exactement ça. Donc, pour Emmanuel et pour Laurent, on fait de l'upskilling et du reskilling. Donc, on travaille d'abord à lutter contre les biais inconscients. C'est-à-dire combien de personnes pensent que la tech, c'est pas pour eux, que le digital, c'est compliqué, qu'on ne comprend rien à ce que c'est que ce truc-là. Donc déjà, il faut déconstruire tout ça, et donc la formation est essentielle pour ça. Donc on travaille avec une dizaine d'organismes de formation, dont Modis, en formation initiale ou en formation continue, avec des certifications. J'entendais ce que disait Pôle emploi tout à l'heure, je pense que j'adorerais qu'on se parle aussi, mais je pense qu'il y a énormément de choses à faire autour de ça, et déconstruire ces biais inconscients sont vraiment très très importants. On a une vraie fracture numérique, on n'est pas tous égaux face à ces sujets-là, et il y a un vrai travail autour de ça. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est de faire de la reconversion. Je veux dire, on a plein de gens aujourd'hui qui sont en recherche d'emploi, et c'est à nous de leur montrer que c'est pas compliqué d'être administrateur, de travailler sur l'analyse de data, que à partir du moment où vous êtes à l'aise avec les chiffres et que vous savez utiliser un tableau Excel, vous pouvez être un data scientist. Et donc, c'est comment est-ce qu'on crée ces passerelles, comment est-ce qu'on démystifie un peu tous ces jobs, et comment est-ce qu'on fait en sorte de créer une égalité de chance. Et ça, c'est vraiment important. Et donc, on a deux façons de le faire autour de la reconversion. On travaille avec beaucoup d'associations. Donc, je peux nommer Social Builder. On travaille avec Mosaïque RH, qui aussi lutte contre les discriminations à l'embauche, et donc qui essaye de travailler sur ces sujets-là. On a la Fondation Simplon aussi, qui travaille beaucoup en milieu défavorisé. On accompagne des classes de seconde technologiques avec Pitech, et donc avec des partenaires, et de la seconde jusqu'à la fin de leur parcours, avec le mentoring et tout l'accompagnement qu'on peut faire avec eux pour leur montrer que voilà, qu'on va les aider et que c'est pas inaccessible. Et tout ça, on le fait à la fois avec nos collaborateurs, puisqu'ils ont 56 heures par an pour accompagner ce type d'associations qui leur sont complètement offerts. Et ça, c'est un modèle qui existe depuis la création de Salesforce, depuis Day One. On donne du temps à nos collaborateurs pour aller aider les autres. Donc ça, c'est un premier biais. Et puis le deuxième levier, c'est des soutiens financiers, tout simplement, puisqu'on accompagne et on aide là. Donc voilà. Vraiment, l'objectif, c'est, pour pouvoir avoir les bonnes ressources pour Emmanuel et pour Laurent, c'est de trouver tous ces gens et d'aider à la reconversion. On est vraiment convaincus que ça va faire la différence. Merci. Et Laurent, qui est intégrateur Gold de Salesforce, donc en quoi consiste cela? Et est-ce que tu peux nous dire comment, en vous associant à Open Classroom, vous avez pu créer une réponse efficace de upskilling et de reskilling, et qu'est-ce qui est innovant là-dedans? Alors, je vais commencer par le statut Gold. Alors c'est un peu comme la couleur d'une médaille, hein. Ça veut dire qu'on reçoit de Salesforce une médaille qui reconnaît notre expertise métier. Et chez Modis, on a un peu plus de 100 consultants qui sont certifiés. Tu as parlé de certification, c'est très important, sur Salesforce, et qui accompagnent donc les projets de nos clients, que ce soit en intégration, en développement ou en évolution de cet écosystème. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a voulu s'associer à Open Classroom? Eh bien, c'est qu'on a voulu associer le meilleur des deux sociétés. Alors, chez Open Classroom, on est allé chercher des contenus pédagogiques certifiants, d'abord, digitaux, très up-to-tech, comme on dit, et puis surtout flexibles. Flexible, ça veut dire qu'on peut choisir la date de début de l'apprentissage, et non pas que septembre, par exemple, ou janvier. Le choix des jours de formation, le choix du rythme, pouvoir héberger la formation dans les locaux, dans nos locaux ou dans les locaux de nos clients. Ça, c'est un super asset. Et cet asset, on l'a conjugué avec notre expertise RH et technique, dont j'ai parlé, qui permet de suivre, de sélectionner et de suivre l'apprenant dès son recrutement jusqu'à sa certification. Le fait qu'on puisse, nous, le sécuriser via un contrat de travail, hein, on a parlé de rémunération, tu as parlé de rémunération, Yael, c'est quand même important, surtout quand on est en reconversion et qu'on vient d'un autre environnement, il faut avoir un job pendant qu'on change de métier. Et puis après,
on peut, grâce à nos modalités, avoir, alors je vais utiliser encore 2 mots anglais, histoire de faire savant, le peer-to-peer learning. Je crois que vous en avez parlé, de collaborateurs qui donnent du temps et qui apprennent, c'est exactement ça. Et nous, c'est possible parce qu'on met l'école dans l'entreprise, et donc c'est possible d'avoir ce collègue sympa qui vient aider. Et puis le learning by doing, tu en as parlé, Katrina aussi. 90% du temps dans nos formations se passe sur des projets concrets, que ce soit des projets du client ou même des projets virtuels pendant la formation. Même pendant la formation académique, 80% du temps se passe sur des projets. Et c'est ça qui fait qu'en faisant, on apprend. Surtout quand on est en reconversion, on n'a pas envie d'aller retourner à l'école. On a envie de continuer à apporter, d'avoir un vrai job et de faire avancer les projets. Globalement, on a parlé d'Open Classroom, mais globalement, on se définit comme un agrégateur intelligent de contenu pédagogique. C'est-à-dire qu'on va prendre du contenu pédagogique qui vient de partenaires, Open Classroom, General Assembly, de notre groupe, et on va ajouter du contenu technique qui vient aussi de notre direction technique. Je citerai un exemple de l'Allemagne tout à l'heure, de Modis en Allemagne et de l'automobile. On va ajouter beaucoup de contenu autour des compétences douces. Tu as cité certains de tes partenaires qui sont les nôtres aussi dans le sourcing. Mais on va travailler avec Corp Academy, avec Article 1, avec le cours Florent. On a importé du Japon, de Modis Japon, une méthodologie qu'ils ont développée avec McKinsey qui s'appelle Problem Solving. On me signale que là, alors je vais vite. Voilà. Je vais vite. Et puis, juste, j'ai envie de dire, on parle d'innovation. Souvent, quand on dit innovation dans la formation, on pense au digital. Et nous, on pense que pour qu'il y ait vraiment d'innovation, il faut associer le digital et l'humain pour que cette formation soit efficace. Un très bon mot de la fin. Je vais laisser à chacun un petit mot de la fin et puis on va prendre des questions de la salle. Est-ce que vous voulez peut-être, Emmanuel, quelles sont tes priorités pour la suite ? Ma priorité tous les jours, c'est les 2500 collaborateurs qu'on a, de les monter en compétences, de leur redonner une mission et vraiment une envie de participer à ce que Sanofi cherche à devenir. Ça, c'est, je dirais, ma priorité. Yael ? Ma priorité, c'est de faire en sorte que Salesforce soit le représentant de la société dans laquelle on vit. Et donc, je pense qu'en tant qu'entreprise, on a une vraie responsabilité sociétale sur tous les sujets qu'on a évoqués. Et ça, c'est ma priorité, et avec mon équipe, d'aider à accompagner ces changements sociétaux. C'est bien. Et toi, Laurent ? Eh ben, ma priorité, moi, c'est de trouver des candidats talentueux et en même temps, pour nous ou pour nos clients, et en même temps en faisant du bien à notre écosystème et en essayant de donner plus de chance à des gens qui sont éloignés de l'emploi et donc de croire en l'inclusion et la diversité. On y croit dur comme fer chez Modis et plus largement dans Groupe Adecco. Et comme je l'ai dit, performance sociale, ça entraîne la performance économique. Ça, c'est des priorités pour nous tous. On peut les... Merci. Merci à tous les trois. Merci beaucoup. On va prendre quelques questions de la salle. Madame, on va vous donner un micro. Bonjour, je suis Victoria Appel de la société Unati Mentoring. Donc on fait du mentoring et du peer learning via une plateforme numérique. Alors j'ai une question pour vous concernant, disons, la culture française, parce que je suis moitié française, moitié américaine, c'est peut-être pour ça que je pose la question, qui est dans le recrutement et notamment sur ces situations de upskilling, de reconversion, de chercher toujours le copier-coller. Donc, vous allez toujours recruter quelqu'un qui sort de chez un concurrent, qui donc est exactement comme chez le concurrent, alors que finalement, vous avez peut-être des pépites qui, et je loue là l'initiative de Mobis d'être sur l'interpersonnel, les compétences cognitives et autres qui auront été évaluées, pour ensuite former, puisque vous avez des digital academy et des académies et des universités qui peuvent former en interne. Vous pouvez accélérer un tout petit peu ? Donc ma question, c'est comment est-ce que vous changez ce paradigme pour en tenir compte dans les recrutements des personnes que vous voulez recruter aujourd'hui, puisqu'apparemment vous avez de la pénurie de talents. Qui veut répondre ?
Un seul, hein, parce que il faut. Ah d'accord, parce que je sais qu'Emmanuel sur la culture française était un peu prolixe sur le sujet. C'est un vrai souci. J'ai des équipes Salesforce qui sont avec moi et qui peuvent témoigner que je passe mon temps à dire prenez des risques et arrêtons le clonage. On sortait des statistiques là dernièrement et on s'aperçoit qu'effectivement, il y a 10 ans, en France, on s'est créé. On avait des collaborateurs qui venaient de start-up. Et aujourd'hui, on est plus de 1500 et on n'attire plus les mêmes personnes. Et on a ce débat en interne de dire il faut qu'on prenne des risques, il faut qu'on arrive à équilibrer et qu'on n'arrive pas à prendre que des clones. Donc c'est un vrai sujet, c'est un vrai enjeu. Et nous, ce qu'on fait en interne, c'est qu'on fait beaucoup de formations sur les biais inconscients. C'est la seule façon qu'on a d'objectiver le recrutement, de dire c'est ces compétences-là qu'on veut chercher et c'est pas forcément le parcours. Et on avait, juste pour l'anecdote, on recherche des vendeurs, on a des jobs qui sont ouverts et on a eu une discussion avec notre DG qui nous disait en fait on peut prendre un agent immobilier. Au final, pourquoi pas? Et donc voilà, donc c'est exactement dans cette optique-là qu'on est de vraiment prendre des risques. Voilà. Donc c'est de la bonne intention, mais on y travaille énormément. Laurent veut prendre le micro. 10 secondes. Oui, 10 secondes. D'abord, ce que vous dites, nous on y croit à 200% qu'il faut. Je vous ai parlé d'inclusion, de diversité, et c'est pour ça qu'on a créé la Modistech Academy. Et au sein du groupe ADECO, notre premier CFA dont je vous ai parlé, la première formation, c'est le recruter autrement. Et c'est justement comment former des recruteurs à sortir des sentiers battus. Et il y a même des cours de profiling, un peu comme les enquêteurs, pour aller chercher dans des profils différents des compétences importantes pour les nouveaux métiers. Merci Laurent. Une autre question? D'autres questions de la salle? Oui, Régine. Merci, Régine Leroy. Ma société s'appelle Agilia Partners. Ce n'est pas la raison pour laquelle je vais vous poser la question à Sanofi. J'aimerais que vous partagiez avec nous, si c'est possible, les difficultés majeures auxquelles vous êtes confrontés pour transformer des équipes IT culturellement très orientées sur le delivery, le service, avec depuis des années finalement des prestataires extérieurs qui font le job en même temps ou à côté. Et vis-à-vis de cette révolution qui consiste à avoir des projets beaucoup plus courts et voilà, des choses à livrer toutes les semaines. Si c'est possible de nous partager quelques écueils ou quelques retours d'expérience. Merci. La soirée va être longue. Mon parcours ne vient pas de la pharma. J'ai passé toute ma vie dans les médias. Donc pour moi, c'est une nouvelle industrie et je pense que c'est l'industrie que j'ai rencontrée qui est la plus obsolète sur sa digitalisation, la pharma. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas eu ce besoin. Il n'y a jamais eu ce besoin, il n'y a pas eu de relationnel avec le patient. Or, toutes les autres industries, que ce soit les compagnies aériennes, la banque, tout le monde a développé ce relationnel. La pharma n'a pas eu besoin. Donc vous commencez déjà avec un écart par rapport aux autres industries qui est colossal. Ensuite, c'est une industrie qui s'est centrée sur la recherche, et je dirais à raison, mais qui a complètement raté le coche digital. Et la recherche, maintenant, c'est des startups de biotech qui la font sur du silico, qui la font sur du... Et donc, il y a un rattrapage. Et le rattrapage se fait, comme beaucoup d'industries, avec l'acquisition, parce qu'on a la chance d'avoir une industrie qui ne s'est pas fait disrupter encore complètement, donc qui a encore le cash flow pour aller chercher de l'innovation. Ensuite, je pense que, c'est ma pensée, quand vous avez fait 10 ans d'outsourcing, moi, je n'avais jamais rencontré ça avant, les gens sont démotivés, vraiment démotivés, parce que le job intéressant, il est fait par quelqu'un d'autre, qui est des fois pas très loin, des fois qui est à 5000 km, et donc, en fait, ils ne font que le passage des besoins. Et ce rôle de passage des besoins, il est démotivant. En tout cas, moi, je ne le ferai pas. Ça ne m'intéresserait pas une seconde de le faire. Et quand vous parlez aux collaborateurs, vous vous rendez compte qu'ils veulent changer, ils veulent vraiment reprendre la main, comme je l'ai dit, mais c'est une remise en question. Quand ça fait 10 ans que vous faites ça, et qu'on vous dit maintenant, il faut aller vous reformer, c'est un peu ce que disait Laurent ou ce que disait Yael, c'est difficile d'aller se remettre en question, de se reformer, et de recommencer un peu à zéro. Donc à nous de les motiver, à nous de leur donner le droit à l'échec, parce que Sanofi est une entreprise qui n'avait pas le droit à l'échec. Donc à nous de leur donner le droit à l'échec, de leur montrer qu'on ne pénalise pas les gens qui se plantent, et au contraire, et plus ils vont prendre de risques, sauf quand c'est un risque patient, on ne prendra jamais un risque par rapport aux patients, mais on ne fait pas que des choses sur les patients,
on va les pousser à prendre des risques. Et je suis le premier à dire la responsabilité de ces plantages, elle m'appartient. Donc allez-y, poussez-vous, challengez-vous, challengez le business, apprenez en faisant, comme l'avait dit Laurent. Mais je pense que ça commence par une motivation personnelle des gens. C'est la première chose que l'on doit faire. Ensuite, les choses vont se mettre en place si on arrive à motiver les personnes. Merci beaucoup Laurent, merci à vous tous. Je vous remercie. Maintenant, Anne-Charlotte, présidente. Merci. Oh là là, je dis toujours présidente, mais Anne-Charlotte, tu m'as compris. Directrice générale d'EdTech France, va nous parler du panorama, va nous donner le panorama des innovations dans la formation continue, puis des startups. Et je serai brève parce qu'on a déjà dépassé l'horaire de 10 minutes. Promis, Anna. C'est un vrai plaisir d'être parmi vous ce soir pour parler du coup du terrain, des entreprises EdTech qui participent à cette démarche d'innovation dans la formation. Donc, pour rappel, la EdTech, c'est la contraction du mot Education et technologie. Education au sens anglo-saxon du terme, donc qui désigne l'apprentissage tout au long de la vie. Et pourquoi j'en parle ce soir devant vous? Parce que j'ai la chance de représenter EdTech France, qui a un réseau d'entreprises, EdTech, qui fédère aujourd'hui un peu plus de 380 membres entrepreneurs dans toute la France, qui sont des startups, mais aussi des scale-up. On a Open Classroom parmi nos membres. Et nous sommes une association d'entrepreneurs pour des entrepreneurs, avec pour but de faire rayonner les savoir-faire français dans la EdTech et de travailler à la modernisation de notre organisme de formation en France. Vaste projet qui nous amène à travailler avec un réseau de partenaires qui sont des collectivités, des établissements du supérieur, des associations, mais aussi des opérateurs d'État, comme la Caisse des dépôts, Business France et chaque ministère. La EdTech, dans une étude de Deloitte qui date de 1 an et demi, je crois, avait été désignée en France avec l'expression « une forêt de bonsaï ». Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un bonsaï, c'est un tout petit arbre japonais. Donc, ce n'est pas forcément un compliment. C'est quelque chose qui a énormément changé post-Covid. Et aujourd'hui, la filière en France, elle est forte. Elle a des champions qui sont présents à l'international, qui ont une capacité à aller travailler avec des grands groupes qui forment plus de 100 000 collaborateurs, 200 000 collaborateurs dans le monde. Et surtout, elle est présente sur 3 segments de marché, ce qui permet de s'inspirer et de partager les bonnes pratiques entre ce qui se passe dans la formation initiale, ce qui se passe dans l'enseignement supérieur et ce qui se passe dans la formation continue. Et ça, c'est notre force en France sur le marché de la EdTech, c'est d'être capable de se parler et d'avoir des solutions, des outils, des ressources qui s'adressent à différents marchés. Donc, pour vous donner un peu de granularité sur ce qui nous concerne ce soir, plutôt la formation professionnelle, une EdTech, ça va être autant une plateforme de contenu qu'une une application pour former aux soft skills, pour former aux gestes techniques, des modules de formation en réalité virtuelle, des outils de gestion des talents, des outils d'onboarding, d'offboarding, de communication, de télétravail augmenté. On a à peu près tout. Et le but, c'est d'améliorer l'expérience d'apprentissage, à la fois côté apprenant, mais aussi côté formateur et surtout côté entreprise. Je vous donne quelques chiffres, parce qu'on a beaucoup parlé de EdTech dans l'actualité récente avec la stratégie du gouvernement, mais aussi pendant la crise, quand on était dans le dur du dur. Mais en termes de marché, qu'est-ce que c'est que la EdTech en France aujourd'hui? Parce que les chiffres parlent par eux-mêmes. Ce n'est pas uniquement les entreprises traditionnelles et les établissements du supérieur qui doivent se transformer, c'est aussi un mode de formation qui se transforme durablement grâce au numérique. Il n'y aura pas de retour en arrière et l'explosion du marché français et international en témoigne. Donc aujourd'hui, on voit que le marché de la EdTech dans le monde, il est estimé à 500 milliards de dollars à horizon 2025, versus une estimation qui était de 325 milliards de dollars avant la crise. Mais tout ça, tout ce marché de la EdTech, ça ne représente que 5% du marché de l'éducation et de la formation au niveau mondial. Donc en fait, on est au tout début. Donc la question, ce n'est pas de se demander pour ou contre le numérique à l'école, pour ou contre le numérique à la fac, pour ou contre le numérique pour former les équipes, c'est plutôt comment en fait. Et ça, même si dans la salle ce soir on est tous plus ou moins d'accord, je peux vous garantir que ce n'est pas le cas partout. Si on parle d'investissement, on voit aussi que les fonds d'investissement privés, qui peut-être avant avaient une réticence à investir dans le marché de la formation et de l'éducation comparé à la santé, comparé à la fintech, comparé à d'autres industries peut-être un peu plus sexy,
ont compris que l'avenir était dans la formation, la compétence et la capacité à former les générations de demain. Donc on voit en 2021 16 milliards qui ont été investis dans le monde pour la EdTech versus 7 milliards un an plus tôt. Donc c'est assez conséquent. Et même si ce marché mondial reste dominé par nos amis chinois et américains, ceci s'explique par tout un tas de facteurs géographiques. La France est le premier pays en Europe qui rassemble les investissements privés pour la EdTech. Et avec notre capacité d'éducation à la française et la flexibilité et l'agilité de nos grandes entreprises, c'est vraiment quelque chose dont on peut être fier. Et on n'a pas à pâlir du montant des investissements chinois et américains. On a des entreprises EdTech françaises qui s'en sortent très bien. Pour vous donner des chiffres sur cette filière, aujourd'hui, on a 650 entreprises EdTech en France qui représentent un chiffre d'affaires d'à peu près 1 milliard et 10 000 emplois sur le territoire. Ces chiffres-là, ils vont sortir dans une étude qu'on a faite avec EY qui sort d'ici un mois. Et on a fait x2 pratiquement parce que les chiffres 2020, c'était 600 millions de chiffres d'affaires générés par nos entreprises. On m'a demandé de parler de tendance, de ce qui se passe dans l'industrie. Donc, mes EdTech, ces EdTech travaillent avec des grands groupes, travaillent avec des business schools, travaillent avec des écoles d'ingénieurs, travaillent avec des collectivités, sont présentes sur le marché français, s'exportent. Et on voit en 2021 4 grandes tendances qui émanent autant de la création d'entreprises et de la perfection de ces produits-là que des besoins par les personnes qui les utilisent, donc des besoins par des grands groupes qui utilisent ces solutions de formation. Premier pilier, tout ce qui est réalité augmentée, réalité virtuelle. La technologie a énormément progressé sur ces aspects, ça ne relève plus du gadget. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est de plus en plus utilisé dans l'industrie lourde pour la formation aux gestes techniques, pour que l'immersif puisse permettre d'onboarder rapidement de nombreux profils de salariés sur des formations qui coûtent cher et qui prennent du temps. Deuxième plan, le mobile learning. Il y a 1 an et demi, les EdTech, elles ne développaient pas systématiquement une application pour se former. Aujourd'hui, c'est systématique. Le grand groupe, la business school, a compris que la formation pouvait avoir lieu sur un téléphone portable. Ça paraît bête comme ça, mais en fait, c'est un énorme changement culturel, parce que sinon, avant, on n'avait que des contenus de formation qui étaient designés pour les ordinateurs. Troisième point, la gamification. L'impact des neurosciences et des sciences cognitives a infusé le marché de l'innovation privée. Et toute EdTech aujourd'hui qui cherche à faire passer une compétence le gamifie. Et enfin, la puissance de l'audio learning, de la voix, dans les deux sens, que ce soit avec du contenu de formation audio pour les salariés, que ce soit avec l'utilisation de la voix pour s'améliorer sur l'expression orale. On parlait de compétences douces, compétences sociales. Le premier facteur de discrimination dans un entretien d'embauche, c'est la manière dont vous vous exprimez, avant les fautes d'orthographe sur votre CV. Et typiquement, l'utilisation de la voix dans les entreprises permet à la fois de consolider l'image de marque d'un grand groupe, avec de la création de contenu interne, mais aussi de former sur des compétences sociales telles que l'expression orale. Je m'arrêterai là en soulevant quelques défis, après je me tiendrai disponible pour d'autres questions. Pourquoi ces défis? Parce qu'ils concernent évidemment l'industrie EdTech française, mais au final n'importe quelle entreprise qui se met dans une démarche d'apprenance. On a tout d'abord le sujet de la souveraineté numérique. Évidemment, on cherche quand on est une entreprise française à s'équiper d'outils français, mais est-ce qu'on a l'outil qui correspond à notre besoin en France? Est-ce qu'on doit choisir souverain? Est-ce qu'on doit choisir un produit parce qu'il est français? C'est des questions qui reviennent beaucoup et qui sont des questions autant pour les pouvoirs publics que pour les grands groupes que vous êtes. La question de l'intelligence artificielle, parce que le gros problème de la filière EdTech, c'est quoi aujourd'hui? C'est de trouver des ingénieurs qui soient capables de faire le même machine learning qu'on fait en Chine aujourd'hui. Donc la Chine a 5 ans d'avance sur nous, sur le développement de l'intelligence artificielle. Et pour avoir des solutions d'éducation et de formation qui soient capables de former les collaborateurs et les étudiants de demain, il faut qu'on ait les ingénieurs qui soient capables de construire ces produits. Jeunesse à 2 vitesses. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a 90% de nos jeunes qui ont un téléphone portable, qui sont connectés. Ce n'est jamais arrivé. On a la jeunesse la plus connectée de l'histoire en France en 2021. Et pourtant, on n'enseigne toujours pas les compétences numériques à l'école et à l'université. Donc, je ne vois pas par quel miracle une personne arriverait dans le monde de l'entreprise en maîtrisant les compétences numériques. Donc, l'enjeu de la EdTech, c'est aussi d'aller infuser dans la formation initiale pour que les compétences numériques fassent partie de l'expérience d'apprentissage. Le CPF, beaucoup d'entreprises EdTech travaillent sur le CPF en étant elles-mêmes des organismes de formation en ligne 100% digitaux.
Et on a été mandaté par la Caisse des dépôts parce que le CPF, c'est un magnifique projet, mais il y a des fraudes, il y a des problèmes. Il y a beaucoup de difficultés aussi à savoir ce que c'est qu'une bonne formation en ligne, donc la nécessité de sortir des critères d'évaluation de ce que c'est que bien former en ligne, et surtout former au métier du numérique. C'est quoi un métier du numérique? Et ça, l'État a besoin du privé pour parfois réussir à le définir. Et ensuite, l'importance du partenariat public-privé, notamment le plan de relance du Haut Commissariat qui doit mobiliser certaines personnes dans la salle. Avec justement, on est à une époque assez particulière, les pouvoirs publics veulent hybrider et digitaliser la formation professionnelle en France. Les partenaires privés, Startup EdTech, Scale-up EdTech, ont la technologie. Ce qu'il faut entre les deux, c'est des grands groupes, des acteurs territoriaux, avec une force salariale à former et qui sachent faire le pont entre cet argent public et cette innovation privée. Et ça, c'est ce qui nous anime au quotidien. Donc beaucoup de défis. Je serais ravie d'en parler avec vous après, mais il est déjà 20h20, donc je me permets de m'arrêter là. Si vous voulez m'écrire ou vous abonner à notre newsletter, c'est juste à côté. Merci. Sauf si on prend une question, non? Comme vous voulez. Le monsieur devant, une question. Oui, bonsoir. Donc, Olivier Paloisin, directeur du Digital Open Innovation pour Pôle emploi. Tout d'abord, bravo, parce que je pense que dans le domaine de la tech, on ne sait pas assez dire que la France, aujourd'hui, a dans différents niveaux, effectivement, un bon rebond. L'autre jour, nous étions sur une conférence commune où Google disait que le service public de l'emploi français est là qui a le mieux compris l'open data et la transformation digitale. Il ne faut pas l'oublier. On verra vous voir tout à l'heure. J'avais 3 questions. Oui. Je vais essayer d'être court. Le premier, vous avez cité la Chine, les USA. Il y a un continent que vous ne citez pas, qui me semble être une alliance francophone, c'est l'Afrique. Nous, on travaille avec eux. On est très surpris de la transformation digitale de l'Afrique. Et je pense que pour la France francophone, il y a une alliance très forte à réaliser. Et je pense qu'il faut la développer. Deuxième sujet, vous avez parlé de la jeunesse à 2 vitesses. Moi, je considère que tous nos jeunes aujourd'hui ont des talents, mais qu'une partie de la population a été rejetée par un système d'éducation nationale qui leur dit depuis le début qu'ils sont insignifiants. J'aimerais voir avec vous comment on crée de la vocation, comment on crée effectivement de la réassurance, comment on donne à ces jeunes une espérance pour qu'on puisse inverser la tendance actuelle qui me semble très inquiétante. Et le dernier point, partenariat public-privé. Je pense que très longtemps, le privé allait chercher de l'argent auprès du public. Mais moi, je pense que l'avenir va être l'inverse. Parce que le privé ne sera pas compétitif si le service public n'est pas compétitif. Voilà. Très bien. J'avais coupé ces 3 slides. Vous me relancez dessus. Premier point sur l'Afrique. Complètement. J'en parle pas parce que le slide en question était sur un rapport de force où on est souvent vu, nous, France, comme étant David face à Goliath. Le continent africain représente ce pourquoi les entreprises françaises peuvent gagner cette course à l'innovation numérique, parce qu'elles ont de fait un formidable potentiel d'exportation vers des pays qui parlent le français. Après, il faut faire extrêmement attention quand on parle d'Afrique et de francophonie, parce qu'il y a des solutions très performantes et très bonnes qui sont locales et qui n'ont pas attendu les entrepreneurs français pour former les talents présents dans ces pays-là. Cependant, cette année, il y a le sommet de la francophonie de Djerba qui a lieu fin novembre, qui a lieu donc en Tunisie, sur lequel j'ai la chance d'organiser une matinale EdTech qui a été insérée au forum économique. Donc c'est la journée où tous les chefs d'État plutôt axés économiques qui viennent. Et on est venu nous chercher pour organiser des tables rondes, pour faire venir des entrepreneurs français, parler de ce qu'ils font en termes d'innovation, de formation, d'inclusion numérique. C'est quoi la EdTech pour aller former dans des territoires dits enclavés? C'est quoi le fait de se mettre dans une position d'apprendre à apprendre tout au long de la vie et de confronter les visions européennes et africaines? Et ça, le fait d'avoir une matinale sur le sol africain qui réunit institutionnels, entrepreneurs français, locaux et de se mettre dans une dynamique de création collective, ça répond en partie à votre question. Après, je pense que l'Afrique a des défis qui sont nos défis d'il y a 10 ans, sur le fameux triptyque équipement, ressources numériques, formation. Et le premier pilier équipement est très critique dans certaines zones. Par contre, sur l'aspect formation, ils sont beaucoup plus en avance que nous parce qu'ils ont compris que pour mettre une ressource numérique dans une école, s'il n'y avait pas une personne qui était référente et capable de l'utiliser, ça allait servir à rien. Je réponds, pas tout à fait, mais je passe à la question 2. Sur l'aspect des jeunes et de l'inspiration, avant de prendre le rôle chez EdTech France, moi j'ai été enseignante de lettres en Seine-Saint-Denis, dans la ville de Stein. Donc je connais très bien
les jeunes qu'on peut dire invisibles ou mis de côté. Et je pense qu'il y a en effet une responsabilité des acteurs privés d'aller inspirer cette jeunesse, d'aller l'inspirer non pas en lui disant qu'elle était rejetée par le système éducatif actuel, ce que je partage aussi, mais en lui expliquant que la formation initiale n'est pas la seule formation qu'elle va être capable de mettre en place au cours de sa vie. Il y a plein d'associations sublimes qui font ça aujourd'hui. Il y a une association qui s'appelle 100 000 entrepreneurs, qui a pour vocation de faire venir des chefs d'entreprise dans les classes pour aller leur montrer ce qui se passe après. Moi, c'est pour ça que je suis devenue enseignante, c'est pour aller dire que c'est pas parce qu'on est astinct qu'on ne peut pas faire des études et qu'on ne peut pas créer son entreprise ou être salarié dans une structure qui inspire. Donc, en effet, il y a un enjeu d'inspiration, d'aspiration aussi des talents au sein des entreprises, mais il ne faut pas jeter la pierre uniquement à l'éducation nationale. Je pense que le privé et le lien école-entreprise est à 50% de notre responsabilité parce qu'on est côté privé. Donc ça, il faut s'accélérer là-dessus, ça tombe bien. Le gouvernement était à Poitiers cette fin de semaine pour en parler. Et moi, je crois beaucoup à l'entreprise dans l'école. C'est comme ça qu'on fait sortir les jeunes de l'invisibilité, c'est quand on leur montre un travail. Enfin, sur les PPP, argent public pour acteurs privés, très bien, je suis d'accord que la tendance s'inverse. Aujourd'hui, le plan de relance de la formation professionnelle des FINUM, la grande crainte du Haut-Commissariat, c'est qu'il n'y ait personne qui réponde au dossier. Pourquoi? Et je vous le dis, on a le droit d'en parler. Pourquoi? Parce que il y a une telle pression pour hybrider, pour digitaliser des TPE de formation, des OF, les 77 000 organismes de formation qui sont sur le territoire français, que parfois le monde de l'innovation, les startups, le privé, se dit mais pourquoi est-ce que j'irais me mettre là-dedans, dans cette mission de transformation de l'État, dans cette mission d'utiliser l'argent public pour transformer le tout. Donc évidemment que les PPP étaient plutôt dans une descente argent public, acteurs privés qui avaient besoin. Je vous le confirme par ce plan des FINUM, le rapport de force s'est inversé et le public a absolument besoin du privé, d'où l'intérêt de sessions comme celle-ci, d'où l'intérêt de l'association EdTech France qui fédère des partenariats et d'où la stratégie d'accélération lancée par Jean Castex il y a 2 jours. Et je pense que tout le monde a conscience de à quel point le privé est nécessaire et si ce n'était pas le cas, on ne serait pas ici ce soir. Bonsoir, je suis Christian Indré, membre du comité d'organisation du G9+. Nous avons fait un événement présentiel et nous avions quelques doutes. Et grâce à vous, c'était un pari et ça a été réussi. Je tiens à vous en remercier. Suite à une conférence webinaire l'an dernier où nous mettions en évidence le problème des pénuries de compétences dans le numérique et des besoins de reconversion importants, il nous avait paru opportun de poursuivre cette année avec notre partenaire Salesforce en mettant le zoom sur l'innovation dans la formation. Alors, on a eu une conférence très riche aujourd'hui et je voudrais vous faire part des quelques idées forces que je retiens, que la formation est clé dans la transformation des entreprises. Bon, on l'a vu pour croître au-delà du pneu, pour aller vers le biométhane ou l'énergie verte. J'ai entendu Lifelong Learning Organization, c'est-à-dire créer une culture d'apprendre à apprendre, où nous mettons les formations en regard des compétences nécessaires avec le do and le learn. J'ai appris aussi que tous les chemins de compétences mènent à Rome, Rome 4.0 entre autres. Qu'il y a des enjeux de fidélisation et de motivation en misant sur les compétences des collaborateurs. Les collaborateurs se valorisent en interne et en externe, constamment se réinventer, se reconvertir. La responsabilité sociétale de l'entreprise, on ne l'a pas toujours entendu dans les dernières décennies. Et puis que les EdTech sont là pour nous aider et qu'il nous faut les aider aussi. Voilà. Alors, au titre du G9+, comme l'a dit très rapidement Didier tout à l'heure, nous avons un cycle de conférences. Les prochaines, je ne vais pas les détailler, mais elles sont au dos du petit livret que vous avez tous pu avoir. La prochaine, qui est une des conférences importantes, est celle du mois de décembre sur les années 20, les années folles du numérique. Donc on vous encourage. Si vous voulez connaître toutes les conférences du G9+, allez sur notre site www.g9plus.org et vous pouvez vous abonner sur la newsletter.
nous aurons le plaisir de vous envoyer très bientôt une enquête de satisfaction pour savoir ce que vous avez pu penser de cette conférence. Donc, je tiens à vous remercier tous d'être venus. Je remercie en premier lieu les intervenants. Je remercie notre partenaire Salesforce. Je remercie en particulier Camille Durin de Salesforce qui a travaillé très proche de nous donc dans l'équipe du G9+. Je remercie Anna qui a animé cette conférence et tous les animateurs comme Frédéric. Et puis, je vous invite à prolonger tous ces échanges dans le cocktail qui doit être prêt derrière. Et je pense que c'est la tradition, Didier. On fait une photo des intervenants. Si tous les intervenants veulent venir sur scène, ça sera avec plaisir.